Belle feinte contre Ward. Semaine, Diffus. Feinte, tir. Ennemi! Pour Kevin Veilleux. Veilleux, belle montée. Coupe à la plaisir. Ainsi ça, encore une fois. Il va de la même feinte et cette fois-ci réussi à marquer. Olivier! C'est tiré! Maxime Saint-Cyr! Échappé! Dans le gardien, Ennemi! Tir! Quel arrêt d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à La Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, c'est le premier podcast en 2024. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Bonne année? Bonne année, bonne année. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Eh oui. On va voir justement un peu plus tard dans l'émission, on va faire nos résolutions là, pour 2024. Mais tout d'abord, annoncer qu'aujourd'hui, notre invité sera Olivier Hens des Éperviers de Sorel-Tracy qui va être avec nous dans une quinzaine de minutes. Oui, donc un des leaders à Sorel, le meilleur pointeur depuis le début de la saison. Donc, ça va être une bonne entrevue. Avant ça, il y a quelques petites nouvelles là, qui sont, dans le fond, qui sont tombées. Là, ça fait quelques semaines, là, c'était le congé des fêtes, là, donc il n'y a pas eu de podcast pendant 2 semaines. Mais il y a quelques nouvelles qui sont, tombées, dont une grosse nouvelle, là, une heure environ, là, provenant des Marquis de Jonquière. Donc, on va pouvoir entamer avec ça. Donc, est-ce que j'y vais direct pendant que tu... Ouais, ben je t'arrête de partager le podcast. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu voulais mettre le petit première période? Ouais. Ou, Non, ben j'ai l'image, par exemple, de la signature. Ah, OK, parfait. Bon, on va y aller direct avec ça. Alors, gros coup du côté de Jonquière. On vient de signer un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. C'est pas tous les jours que ça arrive dans la Ligue américaine. C'est toujours le fun, justement, quand ça arrive. Donc, l'attaquant Pierre-Cédric Labrie, qui a été signé par Jonquière. Donc, c'est un joueur là, qui, pardonnez-moi, a été repêché là, plusieurs fois dans la Ligue nord-américaine. Là. Ça faisait longtemps que les Marquis l'avaient sur leur liste. Il avait été repêché en 2015 la dernière fois. Donc, du côté des Marquis, là, on l'a patienté longtemps, puis là, ça va porter fruit. C'est un joueur là, âgé de 37 ans, donc c'est un vétéran, mais on parle d'un attaquant de puissance, c'en est tout un, là, 6 pieds 3, 227 livres, selon Elite Prospect. Là, peut-être qu'il y a quelques livres de plus depuis ce temps-là. Là. Donc, c'est un gros bonhomme qui patine vite. Je jouais quand même l'année dernière dans la Ligue américaine de hockey, et, donc il doit être encore en forme. Il sort sur la glace. Il doit être en très bonne forme. Là. Il est entraîneur-chef présentement là, avec les Lions du Collège Champlain-Saint-Laurent, c'est dans la région de Québec. Oui, donc joué environ, là, j'arrondis, mais une cinquantaine de parties là, dans la Ligue nationale de hockey, tout avec le Lightning de Tampa Bay. Par contre, là, quand on regarde dans les dernières années, c'est un joueur là, qui a joué dans la Ligue américaine dans les 2 dernières années. Et avant ça, il jouait dans la Ligue élite en Allemagne, qui est une des meilleures ligues là, en Europe. Donc, c'est pas un joueur qui... c'est un vétéran, mais c'est pas comme si ses meilleures années étaient derrière lui. Puis ça faisait comme 10 ans qu'il avait joué dans la Ligue américaine avant de venir dans notre ligue. Là. Il jouait dans la Ligue américaine l'année dernière. Puis dans sa carrière professionnelle, je veux dire, il a joué une saison dans la Ligue américaine, mais sinon, là, c'est tout soit Ligue nationale, soit Ligue américaine, soit la Ligue en Allemagne. Donc, toute une feuille de route. Là. Il avait aussi joué une saison complète là, avec le Dracard de Bécomo dans la Ligue junior majeure du Québec. Il n'a jamais été... a atteint la Ligue nationale, mais n'avait jamais été repêché. Donc, un gros attaquant de puissance, là, puis c'est ce rôle-là qu'il va avoir chez les Marquis, là, selon ce que Bob Desjardins a dit dans la conférence de presse. Donc, ça va être un joueur là, qui va être là pour me faire... être sur le top 6, faire des points, puis faire résonner le long des bancs. Il est aussi capable là, de prendre soin de lui, de ses coéquipiers, là, si jamais ça arrive, là, mais il va être... Desjardins a déjà dit en conférence de presse qu'il voulait le mettre avec son ami Alexandre Picard sur une ligne, et on cherchait un joueur de centre là, pour compléter le duo.
Ouais, ça va être tout un marquis différent. Alexandre Picard a manqué là, un mois et demi peut-être d'activité à cause d'une blessure. Il est revenu la semaine dernière, puis là, on rajoute Pierre-Cédric Labrie. Donc, en 2 semaines, on ramène Picard dans l'alignement, puis on va chercher Pierre-Cédric Labrie. Donc, des gros coups là, du côté des marquis. Puis Bob Desjardins m'a dit qu'elle allait être en uniforme ce jeudi, donc du côté de Saint-Georges. Alors, les partisans du Cool c'est sûr qu'on va au hockey pour voir notre équipe gagner, là, mais les partisans du Cool qui cherchaient une raison pour aller au hockey jeudi, ils vont quand même être les premiers à avoir la chance de voir Pierre-Cédric Labrie dans la Ligue nord-américaine. Lors de la conférence de presse aussi, j'en profite pour dire que Bob Desjardins avait annoncé la signature de Julien Carignan-Labbé également, un joueur qui joue présentement avec Donnacona dans le Sénat 3A et Wendake dans la Ligue de hockey senior du Lac-aux-Fleuves. A déjà joué pour les Saguenayens de Chicoutimi dans les rangs juniors à l'époque. Oui, donc 2 saisons complètes à Chicoutimi. Avait même été assistant capitaine, donc probablement des fans du Saguenay qui vont se rappeler de lui. C'est un joueur... avait joué avec Joey Rattel, là, notamment. Oui, donc justement, les joueurs qui vont... des fans, je veux dire, qui vont peut-être s'en rappeler. Puis ça va être quand même un bon ajout de profondeur à la défensive. Là. C'était un choix de 9e ronde dans le repêchage de cet été là, du côté des marquis. Donc, on l'avait sur notre liste. Yes. Donc, ça fait pour les signatures. Oui, on pourrait parler d'une grosse nouvelle également qu'il y a eu en fin de semaine. Grosse nouvelle. Donc, la petite image, les 1000 points en carrière de Kevin Cloutier. Donc, oui, Kevin Cloutier qui, on l'attendait là, cette saison. Là, il n'en manquait pas beaucoup pour se rendre aux 1000 points. Si je ne m'abuse, je pense que c'était 14 points là, qui lui manquait là, en début de saison. C'était 13 points, en fait, qui lui manquaient. On a eu une petite frousse quand il a reçu la rondelle au visage, là, qui a été blessé. Là, ça aurait été vraiment atroce là, que ça se finisse de cette façon-là, la carrière. Mais non, petite convalescence, revient au jeu, puis à son retour au jeu, déjà vendredi, marque un but contre Sorel Tracy, puis en récidive à Rivière-du-Loup avec 1 but et 2 passes. Donc, 1 but et une passe, non, 2 passes, non, 3 points. 2 passes. Un but et 2 passes là-bas. Puis, marque son 1000e point, donc sur sa première passe du match, la passe sur le but de Maxime Lacroix. Donc, officiellement, est à 1001 points déjà dans la Ligue nord-américaine. Et quand même, Kevin Cloutier, ça paraît pas, mais du côté du Cool FM, quand même 14 points en 16 matchs cette saison. Il est encore utilisé là, à toutes les sauces. Peut jouer sur le désavantage 5 contre 5, encore utilisé en avantage numérique. Donc, c'est pas juste c'est pas juste un dernier tour de piste pour je veux finir ma carrière et tout. C'est quand même un des rouages très, très importants du club, là encore, même rendu là, à 43 ans. Mm-hmm. Exact. Donc voilà. Sinon, ça peut nous amener aussi vers les 3 étoiles de la semaine. Donc, évidemment, sans aucun doute, Kevin Cloutier mérite la première étoile de la semaine. C'est quand même 4 points en 2 matchs. Il faut dire qu'en temps normal, si ça n'avait pas été du millième point, peut-être que Jonathan Joannette aurait eu la première étoile. Là. Lui, il a marqué 4 buts et 1 passe en 2 matchs du côté de Laval, dont un tour de chapeau vendredi à Laval. Il avait été quand même 2e étoile contre Sorel, je pense, le match qui a marqué un but. 3e étoile. Oui, il avait joué un très bon match contre Sorel. Puis la 3e étoile, Maxime Saint-Cyr. Donc, 2 buts, 2 passes pour Maxime Saint-Cyr qui, mine de rien, trône toujours au sommet des pointeurs là, de la Ligue nord-américaine à ce statut-là de saison. Va peut-être se ramasser son 2e titre du meilleur pointeur de la Ligue si les choses continuent de bien aller pour lui d'ici la fin de la saison. On va lui souhaiter. Puis, c'est ça, sans aucun doute, là, c'est mérité pour Kevin Cloutier, là, sa première étoile de la semaine. Puis sinon, il y a un autre plateau qui a été atteint en fin de semaine que je l'ai mentionné, Michael Ward des 3L, là, qui a atteint le plateau des 200 matchs dans la Ligue nord-américaine. Donc, c'est quand même là, un beau plateau à atteindre dans une ligue comme la Ligue nord-américaine, surtout quand il y a 36 matchs par année. Donc, c'est un beau symbole de constance et surtout qu'il les a toutes
c'est parti, il les a toutes jouées dans la même équipe. Donc, il les a toutes jouées avec les 3L de Rivière-du-Loup. Et à Rivière-du-Loup, depuis 2014-2015, évidemment, avait remporté là, la Coupe avec l'équipe, là, avait été un des défenseurs importants de l'équipe là, quand ils avaient gagné la Coupe en 2016. Donc, toujours aussi bon et connaît offensivement. C'est sûr que ne joue pas 100% des matchs, là, mais connaît offensivement là, au niveau de la moyenne de points par match sa meilleure saison à carrière dans la Ligue américaine. Donc, avait déjà récolté là, la saison pré-COVID un 34 points en 35 matchs, mais là, cette saison, on est à 18 points en 14 matchs, donc au-dessus du point par match, là, quand même assez facilement du côté de Michael Ward. Donc, toujours aussi bon de la Rivière-du-Loup. A connu un bon mois de décembre, a été le joueur défensif là, du mois de décembre dans la Ligue. Donc, si on va vers cette nouvelle-là, donc joueur défensif par excellence, ou même 4 buts et 8 aides là, en cette partie. Maxime Lacroix, là, qui était le joueur offensif, lui, avec 9 buts et 1 aide. Charles Tremblay, du coup, les femmes également, là, qui a eu 3 buts, 5 aides, qui était le joueur recru du mois. Ouais, donc, je pense que ça fait le tour des nouvelles. On a peut-être les dates limites là, pour les dates importantes. Oui, la date limite des transactions qui approchent à grands pas. Donc, ça va être le fun. Tu vas pouvoir dire la date, là, mais ça va faire un podcast, le fun, dans 2 semaines, ça, d'avoir le podcast de la date limite des transactions. Oui, donc pour les gens qui nous écoutent, là, pour les dates importantes à retenir, ce soir 22h, c'est la date limite pour les joueurs autonomes. Le 23 janvier à 23h59, c'est la date limite des transactions. Et le 30 janvier, c'est la date limite là, pour signer des joueurs de liste. Exact. Puis sinon, avant d'enchaîner avec l'invité, souhaiter bonne fête à un de nos fidèles, pas partisans, mais fidèles auditeurs. Fidèles auditeurs, oui. Danny Charrette à Vissel, c'est sa fête ce soir. En même temps là, que Dylan Labbé également, le défenseur du Cool FM. Donc, bonne fête, puis merci d'être toujours à l'écoute. Fidèle au poste avec sa copine Marjorie également. Je ne sais pas si les deux sont sur un ordi ou pas ensemble, mais les deux écrivent séparément. Peut-être sur leur téléphone. C'est ça. Good. Donc, on est prêt à y aller avec notre invité. Yes. Olivier Haynes, des éperviers de CRL-Tracy, comment ça va? Ça va bien, vous autres, les boys? Ça va bien, merci. Ben oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, tout d'abord, là, bonne année à toi aussi, année 2024. Comment vont les choses? Comment vont la petite famille présentement? Là? Ah, ça va bien. Des petits virus ici et là, un peu comme partout dans les familles au Québec. Mais ça va super bien. Là. Les enfants sont de retour à la garderie. Ils sont bien contents de retrouver leurs éducatrices, leurs amis. Donc, non, ça va super bien. On a eu un beau temps des fêtes. Passé trop vite comme d'habitude, mais on s'est gardé occupés puis c'était vraiment plaisant. Nous, on voulait dire nos résolutions de 2024 plus tard dans l'émission. On peut te demander à toi, est-ce que tu as des résolutions particulières? Je dirais le classique de me remettre un petit peu plus en forme. Là. Ma première année dans la Ligue, je me sentais vraiment en forme, ça paraissait. Là, on dirait que ça dégrade un petit peu. Fait que j'ai déjà commencé quand je viens de m'entraîner tantôt. Donc, on va y aller avec ça. Good. Bon. Ça paraissait pas trop sur la glace. Fait que, good. Ça peut juste être mieux. Fait que c'est une bonne nouvelle. Mieux. Donc, Guy, on s'en est parlé un petit peu là, d'entrée de jeu là, en coulisses avant le podcast, là, qu'on allait discuter de ta carrière un petit peu, là, de ta saison avec les Éperviers. On a des petites photos également là, que j'ai fouillées sur ton Facebook, que j'ai trouvé des petits bijoux. Puis, pour finir, David va avoir des questions en rafale. OK. On est prêt. C'est un départ. Donc, ça, on commence un peu là, avec la saison 2023-2024 avec les Éperviers. On pourrait dire quand même là, que
peut-être en 2 temps, ça va moins bien depuis un moment, mais vous avez été quand même une surprise en début de saison du côté des Éperviers. Oui, on a eu un bon momentum là, pour commencer l'année. Nouveau gardien, il nous a sauvé plusieurs matchs. Phil Desrosiers, vraiment solide. Les gars, on était tous contents de se revoir. Il y avait une belle attitude dans la chambre, donc on était vraiment... on a commencé l'année fort. C'était des matchs serrés à chaque soir. On était capable de tirer notre épingle du jeu et aller chercher une grosse victoire. Fait que oui, ça a fait du bien. C'est sûr que dernièrement, on a des moments un petit peu plus difficiles. Plusieurs joueurs, on se cherche un peu. Même moi, personnellement, ça fait un petit bout que j'ai pas scoré. Donc, c'est des moments qui vont arriver dans une saison. Là. Ça peut pas être tout le temps parfait d'un bout à l'autre. Mais on travaille fort, les gars, on se parle. Comme j'ai dit, là, on est vraiment un beau groupe. Les leaders sont solides. Les Morissette, même s'il n'est pas sur la glace, il est sur la glace une fois de temps en temps pour les warm-up, là, mais même s'il n'est pas sur la glace, il est toujours là avec nous. Les frères Monloin, j'en passe, là, les Tremblay, les Bilodeau, tout le monde. Je sais qu'ils aimeraient tout ça, que je les nomme tous à soir. Là. Fait que je pense qu'on a une belle équipe, on se tient bien, puis on a des belles conversations, puis on est capable de se parler et de se dire les vraies affaires. Donc, déjà, à Saint-Georges, notre dernière game, on a vraiment on a un vent de changement, là, tranquillement, pas vite. Là. On retrouve un peu les Éperviers du début de la saison. Puis, on est prêt à revenir fort, là, ça, j'ai aucun doute. Puis, on est bien confiant. Ouais, ça va un peu avec une des questions que j'avais. Je ne pensais pas aborder comme la saison actuelle là, tout de suite, mais une des questions que j'avais justement, c'est ça a mieux été à Saint-Georges, une défaite un peu crève-cœur en tir de barrage, mais au niveau là, de l'équipe, c'est quoi tu penses qui manque à cette équipe-là pour justement se sortir un peu de sa torpeur puis de retrouver le chemin de la victoire plus comme au début de la saison? Ouais, tu sais, quand ça va pas bien, souvent, c'est t'essaies de trop en faire. Pour le stretch qui est allé moins bien, c'est vraiment ça. Là. On n'amenait pas la rondelle au filet, puis on essayait de trop en faire à la place de faire le petit jeu simple, puis juste travailler tout le monde ensemble. On avait des lacunes un peu dans notre zone défensive, mais c'est comme je te dis, on a eu des bonnes discussions, puis on en parle, puis on essaie d'améliorer ça à chaque soir. Donc, je pense que là, on a trouvé une recette quand même intéressante, qu'on espère, on va la tester de plus en plus, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais comme je te dis, c'est vraiment les petits détails, on les faisait pas. Le chip-out que tu dois faire en piqué ou juste dans un gros breakout, il était pas toujours là. Ça cliquait un petit peu moins, les bounces. Dans des moments difficiles, on dirait que tu as tout le temps l'impression que les bounces sont pas de ton côté. Le rebound y arrive, il passe entre tes jambes à la place de ta palette. Donc, c'est des petites affaires comme ça là, qu'à force de travailler fort, être tout le monde ensemble, avoir une couple de pratique ensemble, on est chanceux, une couple de pratique une fois de temps en temps pour pouvoir voir les boys. Je pense que ça va revirer, puis les bandes vont être de notre bord, puis ça pas trop inquiet. C'est bon. Puis, il y a justement, tu as mentionné André Bouvet-Morissette. Son retour est, on pourrait dire, un peu imminent. Là. Je ne suis pas sûr si c'est cette semaine, mais on parlait peut-être l'autre d'après. Donc, c'est quand même bientôt. Là. Qu'est-ce que tu penses que... Allô, Philippe. Qu'est-ce que tu penses que va être l'impact du retour d'André Bouvet-Morissette dans l'alignement des Éperviers quand ça va arriver? Ça ne peut être que pour du positif. Là. C'est un très bon joueur. Moi, personnellement, c'est mon allié droit depuis mes débuts dans la... Ben, pas mes débuts. Là. J'ai fait un petit coucou dans la série, là, mais depuis mon vrai début dans la LNH, c'est mon allié droit. Puis on a une belle connexion. On est devenus des bons chums aussi, en dehors de la glace. Donc, vraiment... tout le monde l'adore dans la chambre. Donc, ça va juste amener un vent de fraîcheur un petit peu. Puis... c'est sûr que son éthique de travail puis ses qualités offensives et défensives, c'est sûr qu'on attend que ça va être bien pour nous autres aussi. Là. Donc, vraiment, on a hâte, là, mais moi, personnellement, je veux qu'il prenne le temps d'être à 100%. Là. Je veux le garder jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de presse, mais c'est sûr qu'on a hâte qu'il rechausse les patins pour une vraie game. C'est bon. Puis sinon, là, on a parlé un petit peu en entrée de jeu là, pour clore la boucle un peu des Éperviers, mais on a parlé là, date pour signer des agents libres, peut-être limite des transactions. Est-ce que tu t'attends à voir les Éperviers ou Christian Deschaines là, essayer des moves là, pour donner un petit push de plus à son équipe vers les séries?
On n'en a pas parlé trop. On est vraiment confiant avec notre équipe, là, même si on a des moments un petit peu plus difficiles en ce moment. Honnêtement, je ne suis pas très à l'affût de ça, là, de qui est disponible, quel genre d'échange on peut faire. Là, disons que mes journées sont assez chargées, mais regarde, on ne dira jamais non à essayer de s'améliorer dans certains points. Mais on est solide dans les buts, on est solide à la défense, on est solide à l'attaque. Il faut juste réussir à en mettre un petit peu plus dedans. Donc, je suis quand même confiant avec notre équipe. S'il y a des moves qui se font, j'ai hâte de voir. Mais comme je te dis, là, on a vraiment un beau groupe qui se tient bien et qui est content chaque soir d'arriver dans la chambre et de se dire salut. Fait que il y a pas. J'ai hâte de voir quand même, là, mais je n'ai pas d'attente. Je voulais peut-être dire la petite question de Pierre Fontaine avant qu'on commence à parler de ta carrière. Dans le fond, on me demandait en ordre les villes que tu préfères jouer là, à part Sorel dans la ligue. Les villes que je préfère jouer. C'est sûr que point de vue géographique, pour moi, je suis à Québec, donc c'est le fun quand c'est à Saint-Georges ou Thetford. C'est un petit peu plus proche pour moi. J'ai le temps d'aller chercher les filles à la garderie puis d'aider ma femme. Mais sinon, je suis un gars qui patine. Fait que, c'est sûr, Grande Glace à Rivière-du-Loup, c'est le fun. Puis on a des amis qui sont dans ce coin-là aussi. Fait que souvent, on fait un week-end avec la famille. Mes enfants sont dans les estrades avec ma femme puis nos amis. Donc, c'est une place que j'apprécie. J'ai souvent des bons matchs là-bas aussi. Là, donc, j'ai toujours aimé les Grandes Glaces. Même Jet 3, c'était une place que j'adorais aller à Rivière-du-Loup. Là, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé en revenant dans LNH. Donc, ouais, j'aime bien ça. Juste 4 points la dernière fois à Rivière-du-Loup. Ouais, ça avait bien été. Donc si on commence à parler un peu de ta carrière, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu ta carrière junior? Ouais. Ça a été un moment difficile, mon junior. Pour vrai, ça a commencé quand même bien. Là. Je me suis fait échanger. Drafté à Val-d'Or, j'ai jamais joué là. Je considérais vraiment les universités américaines. Mais finalement, un gros échange avec Victo. J'avais une très bonne année Midget 3, donc échange à Victo. 75 points, c'est quand même pas rien. Ouais, non, ça allait bien. Là. Tout ce que je touchais, ça rentrait. Donc, c'était assez trippant. Donc, je me suis ramassé à Victo. J'ai bien commencé. Je jouais avec Max Sanguet, le frère d'Alex, puis Nestracil. Il a joué un peu dans la Ligue nationale. Là. Ça allait super bien. Casseur de Montchoir, juste avant les séries. Donc, ça a été vraiment difficile. Là. J'ai perdu genre 25 livres en 3 jours. C'était fou. Là. Je me reconnaissais plus. Comment? C'était-tu un mauvais check, une puck? Front net devant Riopel, le goaler, on jouait contre Moncton. J'étais front net, puis mon défenseur, Joël Chouinard, il a pris une shot. Puis je me suis fait juste un petit peu cross-checker dans le dos. Fait que juste assez pour que je perde l'équilibre et que j'avance. Puis bang, j'ai reçu la rondelle direct ici. Ça flaque de sang par terre. C'était assez dégueulasse. Donc ça a été un petit peu difficile. J'ai eu de la misère à m'en remettre. Donc la saison suivante, là, j'étais plus vu comme un joueur défensif. J'avais des belles passes offensives une fois de temps en temps, là, mais c'était vraiment plus difficile. La confiance n'était pas là. Puis je me suis fait échanger à Québec à date limite. Ce qui était... J'ai adoré Victo. Là. Mes parents viennent de là. C'était vraiment une belle place. Mais Québec, vraiment, ça a été une expérience sensationnelle. Là. J'ai vraiment adoré. Puis j'ai retrouvé un peu de confiance rendu là. J'ai joué 2 ans là aussi avec le grand Marchessault, avec Danick Paquette. On a eu bien du fun, moi puis lui. À la fin de l'année, là, je me souviens, il venait me chercher avec son gros pick-up. On faisait le tour de la ville. On allait manger dans tous les bistrots. On a eu bien du fun, moi puis Dan. Puis c'est ça, ça a super bien été, ma première saison avec eux autres. On s'est rendu quand même loin d'un playoff. Là, on avait une bonne petite équipe. Perdu en finale de conférence, il me semble, si je ne me trompe pas. Puis non, c'était vraiment bien. L'année d'après, encore un petit peu pas la même équipe, utilisée d'une manière différente, plus comme joueur de premier piqué, plus vu comme un joueur défensif. J'ai pas eu une grosse saison, mais c'est quand même Québec, là, donc le traitement était sensationnel. Puis, ça, vous étiez un peu les idoles d'un peuple là-bas. C'est fou, là. Je suis revenu à Québec, puis il y a encore
c'est drôle, là, mais il y a encore du monde qui me reconnaissent. Puis je suis là, comment? Ça fait tellement longtemps. Fait que ça, c'est dur c'est drôle. Puis j'enseigne au secondaire aussi. Là, fait que j'ai souvent des parents qui le savent un peu. Là, fait que ça, À Québec? Ouais, j'enseigne dans une école, Saint Pat's High School, là, une école anglaise à Québec, au secondaire. Okay. Donc, je voulais que tu nous parles de peut-être une des raisons pourquoi tu es connu à Québec. C'est tu as connu tes meilleurs moments en série. Puis, tu peux nous raconter la fois que tu avais marqué 2 buts en l'espace de 24 heures en overtime en série. Comment est-ce que ça s'était passé? Mettons le but dans la première game, puis la deuxième game aussi. Là, si tu peux nous raconter ça, c'est quand même assez sensationnel. Ouais, c'était vraiment cool. Pour vrai, le feeling, puis on dirait que je suis encore là. Là tu me l'as rappelé, puis je peux me visionner encore sur la glace. Puis ce qui est drôle, c'est que les 2 buts sont arrivés pratiquement pareil. C'était un peu plus tard dans l'overtime, on travaillait fort, c'était bon des 2 côtés. Puis en série, ben ça peut être long, les overtime. Ouais. Puis petit brawl en avant du net, la puck, elle sort, moi je suis dans le slot. Je la reçois les 2 fois. Le goaler n'est plus là parce qu'il était concentré sur le jeu. Je la mets top net les 2 fois avec une avec des passes de mes coéquipiers, marchait ça, puis pocket. C'était vraiment le fun de jouer avec eux autres. Là, vraiment, j'ai trippé. Puis c'était contre les Mont-Loin, malheureusement, pour eux autres. Ouais, tu t'en rappelles. Je pense qu'ils s'en rappellent. Non, c'était vraiment un feeling incroyable. Juste après avoir scoré, tu te lèves les yeux. Puis dans les playoffs à Québec, c'est les drapeaux blancs. Puis c'était incroyable. Pour vrai, là, l'atmosphère qu'il y avait là-bas, là, juste gagner, déjà en partant, c'était fou. Mais là, en plus, avoir la chance de scorer les 2 goals en 24 heures, là, c'était un feeling que ça ne se retrouve pas bien souvent. Nice. Il y a une question de Mallory Lamoureux qui demande: t'es enseignant en quoi au secondaire? Je suis enseignant en français langue seconde. Donc, c'est une école anglaise. Donc, on a beaucoup de jeunes qui pas qui parlent pas bien français, mais qui ont un peu plus de difficultés en français. Là. Donc, c'est moi leur prof. C'est bon. Okay. Après avoir connu la gloire et 2 buts en overtime, plus tard, tu as joué aussi pour l'Armada. Ouais, ben c'est ça. À mon année 20 ans, je me battais quand même contre des gros souliers dans le junior. Là. Je me battais contre Fred Roy, contre Mick Dam, qui était capitaine Québec, là, qui est sans aucun doute un grand défenseur qui a passé les remparts. Puis Vincent Shotgun Barnard, il venait de scorer 20 goals l'année d'avant. Donc, à défense, on l'appelait Shotgun parce que c'était littéralement ça qu'il avait sa ligne bleue. Donc, je me battais contre ces 3-là. C'était déjà... en partant, je le savais que ça allait être un petit peu difficile. Quand Pat m'a annoncé la nouvelle que je pouvais rester comme 4e ou whatever, ben moi, j'ai décidé de jouer Junior 3A dans ma ville natale. Là. Je suis retourné à Sherbrooke. Je voulais toucher la glace le plus souvent possible puis garder un peu la game shape. Là. Donc, mais bad luck, je me suis cassé à mon mâchoire pour une 2e fois. Donc, ça a été tough. Là, c'était pas une rondelle, là, c'était une mise en échec. Donc, je voulais la renforcer, là, mettre 3 plaques dans mon mâchoire. Je pense qu'elle est assez solide. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis là, c'était quand même en début de saison, le Junior 3. Donc, j'ai été chanceux. Je me suis remis juste avant le temps des fêtes. Puis, Pat était assez généreux de me dire: regarde, tu veux te faire voir, tu veux retourner Junior, viens, je vais te prendre pour les. Il y a toujours des games dans le temps des fêtes. Là. Fait que, il dit: viens, je vais te monter pour te faire voir un peu par les autres équipes. Puis ça a donné que Boisbriand, ils me cherchaient. C'était leur première année dans la ligue, eux autres, avec Xavier Ouellet, des Tommy Giroux, des bons. C'était vraiment une belle équipe aussi. Là. Fait que j'ai vraiment été chanceux. J'ai tombé dans 3 organisations, vraiment. Là, je peux pas me plaindre. C'était le fun à Boisbriand, mais comme là, un peu comme à ma 2e année à Québec, je suis tombé dans un rôle un peu plus défensif. C'est sûr que c'est difficile, là, surtout pour quand je sortais du Midget 3 puis j'avais été offensif toute ma depuis que j'étais petit. Là, fait que c'était difficile, mais j'ai accepté le rôle. Puis, fun fact, j'ai même joué à la défense dans les playoffs. J'étais le B-partner de Xavier Ouellet une fois de temps en temps. C'était quand même pas pire. Mais ouais, fait que j'ai fini ma carrière là.
C'était vraiment... C'était le fun, mais j'avais hâte de passer au prochain niveau. Là. Junior, ça a été un peu en dents de scie, là. Ça a été des up and down. Là. Je ne considère pas que j'ai eu la meilleure des carrières, mais j'ai vraiment apprécié tous les moments dans cette ligue-là. Après ça, tu décides d'aller, une fois que ta carrière junior se termine, d'aller à l'Université Concordia poursuivre ta carrière là. Pourquoi Concordia? Puis pourquoi, dans le fond, le chemin universitaire, pour toi, c'est important là, dans le fond, de poursuivre dans les études? Là? Ben, pour être bien honnête, avec la carrière junior majeure que j'ai eue, c'était pas les offres qui pleuvaient. Là. C'était pas. Je me suis pas fait appeler par ben de clubs, même dans East Coast ou whatever. J'en avais un petit peu, mais vraiment rien de super intéressant. J'avais pas d'agent non plus. J'en avais un, mais il m'avait comme laissé de côté un peu là, quand j'ai décidé de retourner junior 3. Fait que j'ai décidé d'aller aux études. C'était déjà mon plan en partant à la place d'aller junior majeur, d'aller aux études. Fait que je me suis dit, pourquoi pas bien boucler la boucle puis aller au moins avoir un papier pour avoir. Mon but, c'était quand même de me rendre. Là, j'étais plus. J'avais plus l'intention d'aller en Europe déjà en partant. Donc, je savais qu'en ayant un papier dans les poches, ça allait être plus facile, ça allait être mieux pour moi à la fin de ma carrière. Donc, j'ai eu des appels de McGill, Concordia. J'étais dans le coin de Montréal, fait qu'ils m'avaient vu un petit peu jouer. J'étais vraiment intéressé par les deux. Finalement, j'ai appliqué aux deux. McGill, ça n'a pas trop fonctionné. Concordia, ils m'ont montré l'intérêt tout de suite. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, puis le coach, en partant, il m'a dit j'ai confiance en toi, je veux que tu reprennes ta confiance. Puis c'est probablement la meilleure décision que j'ai prise dans ma carrière là, parce que ça a vraiment changé ma perspective. Ça m'a ramené pas sur le droit chemin, mais sur le chemin de Oliens, le joueur offensif. T'sais. Fait que non, vraiment, là, c'est une des plus belles décisions que j'ai prises de ma vie. Puis j'ai réussi à faire mon bac. J'ai un certificat de gradué aussi. Fait que j'ai comme deux. Avant de partir pro, j'avais mes 2 papiers dans les poches, puis j'étais content de partir, puis j'étais fier de ce que j'avais fait. Tu as fait un bac en enseignement et... Enseignement à petite enfance. Puis j'ai fait un certificat de gradué en administration des affaires, donc business administration. C'est comme des cours importants avant un peu d'en rentrer dans ton MBA, là, pour ceux qui veulent faire la grosse affaire. Là, c'est des cours importants qui se donnent là. Les cours de base, là. Donc c'est 1 an. Fait que je voulais jouer ma 5e année à cause de ce qui va venir plus tard, sûrement que vous allez m'en parler, là, le Team Canada, université. Fait que c'était vraiment une des raisons pourquoi j'ai décidé de rester à l'université pour une 5e année. Okay. Puis, dans le fond, tu parlais de ta décision, tu es devenu un des meilleurs pointeurs. Je ne sais pas c'est quoi ton rang exact, mais tu es un des meilleurs pointeurs d'histoire de l'Université Concordia. Puis non seulement tu as excellé sur la glace, mais aussi à l'école, tu as remporté quand même des beaux trophées, notamment le trophée Guy Lafleur. Qui est remis, je pense, c'est un peu le meilleur athlète universitaire au hockey au Québec. Donc, parle-nous un peu là, de la signification là, d'avoir gagné ce trophée-là, puis un petit peu de la cérémonie, parce que tu as eu la chance de rencontrer Guy Lafleur, justement, là, quand tu as reçu le trophée. Oui, ben c'était un honneur incroyable. C'est un mélange de hockey sur glace, école et implication communautaire. Donc, c'est remis à chaque année là, à un universitaire des universités québécoises. Là, puis la cérémonie, c'est quand même stressant. T'es devant un panel là, des sommités du hockey. Là, puis ils te posent des questions sur ta vie, t'es qui, ils essaient d'en savoir un peu plus sur toi. C'est quoi tes implications communautaires? Pourquoi tu es allé là à l'école? Pourquoi tu étudies en ça? C'est quoi tes aspirations futures? Moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est qu'il pose une question en anglais. Pour voir je sais pas pourquoi, mais fait que là, moi, en étant à l'Université Concordia, mais là, c'était facile. J'ai été capable d'avoir une belle conversation avec eux autres en anglais. Donc, c'est vraiment stressant. Tu sais, je l'ai fait 2 ou 3 fois, là, les meetings avant de finalement gagner. Puis, c'est comme un concours de la personnalité académique. Là, en même temps. C'est un peu chaque
chaque école envoie un représentant. Ils nominent quelqu'un, puis là, tu essaies d'aller débattre ton point pour gagner ça. C'est sûr que les statistiques, ils aident. Là. J'avais eu, l'année que j'ai gagné, je pense que ça avait été ma meilleure saison sur la glace. Là, donc, c'est sûr que ça l'avait vraiment aidé. Puis après ça, c'est une belle petite cérémonie avec Guy Lafleur, puis il peut on jase un peu avec lui, avec un petit cocktail à la fin. Là, c'est vraiment, tu peux prendre des photos, jaser. Vraiment, c'est un honneur de l'avoir rencontré. Là, c'est un des plus grands, puis j'étais content. C'est vraiment cool. Là. Je l'ai vécu 2 ou 3 fois, cette affaire-là. C'était une belle expérience. Te rappelles-tu un petit peu de ta conversation avec lui? Honnêtement, j'étais vraiment stressé, mais c'est plus lui qui parlait. Il me félicitait, puis il me parlait. Vraiment, il m'a posé une petite question ou deux sur qui j'étais. Là. Il voulait apprendre un peu plus à me connaître parce que lui, il n'était pas dans le groupe là, qui pose des questions. Fait que lui, il faisait juste remettre le prix. Mais c'était vraiment bref. Là, c'est un homme très important. Puis toutes les caméras ne voulaient que de lui. Là, donc, les journalistes et tout. Là, donc, il y avait pas mal de monde. Là, fait que ça s'est passé très rapidement. Mais juste le petit 10-15 secondes que j'ai pu jaser, là, c'était vraiment cool. On va continuer de faire tes éloges parce qu'il y a un autre trophée que tu as remporté. Là, le Guy Lafleur, c'est un peu le volet Québec, mais tu as remporté aussi le trophée Randy Gregg, qui lui est peu le volet comme pan-canadien, si on veut. Là. Ouais. Donc, le meilleur hockeyeur universitaire là, au Canada. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais tu es le seul. Il y a seulement 2 Québécois qui ont remporté ce trophée-là. C'est toi puis Mathieu Darche, l'ancien des Canadiens de l'Université McGill. Donc, c'est quoi un peu est-ce que c'est pas mal un petit peu le même principe que le trophée Guy Lafleur pour la sélection et tout? Comment ça s'est passé? Puis qu'est-ce que tu te rappelles d'avoir gagné ce trophée-là? Ce trophée-là, c'est un processus un petit peu plus long parce que là, ton équipe, ils te mettent en nomination. Après ça, tu te bats pour ta division. Après ça, tu te bats pour... parce que le U-Sports, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a le OUA Ontario. Ensuite, il y a les Maritimes, puis il y a l'Ouest canadien. Donc, ils te mettent en nomination dans ta division parce qu'il y a 2 divisions dans la OUA. Ensuite, si tu gagnes ta division, là, tu t'en vas contre toutes les autres des autres divisions. Puis là, fait que c'est vraiment un long processus. Puis après ça, le gagnant de chaque ligue est un contre l'autre. Et là, c'est un groupe de personnes là, qui décident c'est qui le grand gagnant. Fait que moi, ils m'ont invité aux championnats nationaux. Mon coach, il était flou, il voulait pas trop me le dire. Je pense qu'il le savait, mais il m'a juste dit, regarde, présente-toi, puis ça va être une belle expérience. Dans la Concordia, on n'était pas l'équipe la plus victorieuse. Là. Maintenant, ils sont vraiment... c'est rendu une grande équipe dans la OUA, mais nous, c'était vraiment... On travaillait à monter vers le top. Fait que moi, j'ai pas eu la chance d'y aller. Donc, c'était vraiment une belle expérience, au moins de vivre, de voir c'est quoi les Nationals. Ouais. Fait que ils m'ont envoyé là, c'était Halifax. Bien traité, le chambre d'hôtel, les repas et tout. Là, c'était vraiment, vraiment cool. Puis là, c'est une grosse soirée. Ils annoncent tous les prix de U-Sports. Puis c'est là que j'ai eu la surprise là, de Randy Gregg. C'était une belle honneur. Puis j'avais pas préparé de speech, mais je pense qu'ils m'ont posé des questions puis j'ai été capable de répondre. Non, ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien passé. Il y a un petit message ici là, de Pierre Mathieu qui dit salut. Le gars du Tam Tam. Je sais pas. C'est un grand fan à Thetford. Puis ça donne que c'est un ami de la famille. Il était grand chum avec un de mes oncles puis un de mes cousins. Mon oncle est décédé, mais il est encore grand chum avec mon cousin. Puis les gars, ils me niaisent depuis que je suis rentré dans la NAH. Là, ils disent que c'est mon parrain. Donc, il est tout le temps à côté de notre band. Là, fait que, il est le fun, il est drôle avec son tam-tam. Puis quand on a eu une entente au moins, quand moi je score, il donne un coup de tam-tam. Puis peut-être que la date, ça a bien été. Fait qu'il on entend un coup de tam-tam de notre bord aussi une fois de temps en temps. Bon, on va espérer d'autres. Je vais essayer de porter attention la prochaine fois que ça reste. Ouais. C'est bon. Olivier, tu as également parlé, tu as effleuré le sujet un peu, tu as porté des couleurs là, de Équipe Canada. Je vais te laisser raconter l'histoire. Je vais montrer la petite photo. Tu as également reçu l'honneur de porter le C, donc d'Équipe Canada. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... C'était en quelle occasion?
Oui, ben c'est ça, c'est un peu la raison de mon retour dans le U-Sports là, pour ma 5e année. C'est les diversiades, donc c'est un peu les. Honnêtement, là, c'est vraiment considéré comme les petits Olympiques universitaires. Il y a vraiment un show d'ouverture, il y a un show de fermeture. Ça se passe vraiment comme les Olympiques. Donc, à chaque année, U-Sports, ils font un club pour jouer contre les moins de 20 ans, pour les préparer pour leur tournoi, pour l'équipe Canada junior, exactement. Puis j'avais participé dans une coupe de ces games-là. Puis le coach de Team Canada-Kazakhstan Universiade, c'était un des... Tu sais, je l'avais connu déjà, on avait un bon lien. Puis il m'avait déjà dit que si je voulais revenir pour ma 5e année, ça serait une bonne chose parce qu'il m'en avait parlé des Universiades. Donc j'ai décidé de revenir pour une 5e année. Ça se passait dans le temps des fêtes. C'était au Kazakhstan, c'est ça? Au Kazakhstan, c'est ça. Fait que là, on avait un camp, tout U-Sports ensemble, là, un camp de sélection un peu plus tôt. Puis après ça, ils faisaient l'équipe. Puis après ça, on s'envolait tout le monde ensemble pour le Kazakhstan. C'était une expérience là, sensationnelle. Juste les cérémonies d'ouverture, là, c'est... Je me croyais aux Olympiques, pour vrai. Là, c'était fou, pour vrai. Puis il y avait un petit village olympique, parce que le Kazakhstan, il avait essayé d'avoir les Olympiques, je pense. Là, c'est ce qu'il m'avait dit là, une couple d'années avant. Donc, il avait bâti un village. Fait qu'on avait un petit village olympique avec chaque pays avait sa petite tour. Tout le monde restait... tous les sports, là, parce qu'il n'y avait pas juste le hockey. Là, il y avait ski acrobatique, patin de vitesse. C'était vraiment cool. Il y avait une grosse cafétéria, il y avait une place pour aller chercher du café, des choses comme ça. C'était vraiment bien organisé. Mais c'était au Kazakhstan. C'est spécial. T'sais, on avait l'autobus qu'on partait pour l'aréna. L'aréna était construite juste pour ça en plus. Là, c'était une aréna sensationnelle. Mais on partait pour l'aréna, puis il y avait un char de police en avant, l'autobus, un char de police en arrière. Ouais, c'est dangereux, ça, le Kazakhstan. Hein? C'est dangereux, ça? Des fois, on entend des histoires sur... ça dépend où tu vas, je pense. On a été quand même assez téméraires. Là. Je peux pas tout compter ce qu'on a fait là-bas, là, mais... Au casino! Non, on a eu du fun, pour vrai. Puis, tu sais, même alentour du village, là, à chaque 5 mètres, il y avait un Kazakh avec un gun pour protéger la clôture. Fait que c'était vraiment... C'était dépaysant un peu. Là. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Finalement, on a réussi à gagner la médaille de bronze. On a perdu contre les... Oui, exactement, c'est cette photo-là. On avait vraiment un beau petit club, là, pour vrai. C'était vraiment le fun. Belle expérience. On a gagné la médaille de bronze. On a perdu en demi-finale contre la Russie. Il y avait du joueur là-dedans. Ça, tu me comptais que... Ouais, c'est ça. Des universitaires... C'était quoi les joueurs qu'il y avait là-dedans? Moi puis les noms, je suis vraiment pas bon. Là. Mais il y avait vraiment des bons joueurs. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que pour jouer dans ce tournoi-là, bien sûr, il faut que tu sois inscrit à l'université. Puis, quand on est rentré pour les registrations, il y avait un petit problème avec les Russes et les Kazakhs. Là. Ils ne trouvaient pas tous leur diplôme, leur preuve qui était à l'université. Puis finalement, 20 minutes plus tard, ils étaient tous à l'université en sport ou en hockey ou en je ne sais pas trop quoi. Là. Donc, c'était assez louche, mais regarde, on n'avait rien à dire. Puis on espérait les battre, mais honnêtement, on a perdu 4-1 en demi-finale, puis on n'a pas de show puck. C'était incroyable. Ils jouaient avec nous comme des enfants. Puis j'imagine qu'ils ont gagné la oui, ils ont gagné. C'était Russie contre Kazakhstan en finale. Puis ils ont gagné. On a assisté au match. C'était vraiment cool. Parce qu'après ça, il y avait la cérémonie des médailles. Là. Tout le monde était sur la glace là, pour les médailles. Fait que nous autres, on était là aussi. Fait que c'était vraiment cool. Et après ça, on a fait le party. C'est ça que je te dis que le Kazakhstan, c'est spécial. Il n'y a pas de taxi là-bas. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que tu t'en vas dans les rues. Puis on dirait qu'il y a du monde qui se prennent pour des taxis. Là. Ils savent un peu à quoi s'attendre. Donc, tu t'en vas, puis tu dis, moi, je veux m'en aller là. Ça coûte combien? Puis là, ils t'amènent, puis ils t'espèrent... Que tu tombes sur une bonne personne. T'espères que tu tombes sur une bonne personne, c'est ça. Puis, tu sais, là, on s'en allait célébrer notre médaille de bronze. Fait que sur le chemin du retour, c'est pas...
t'es pas aussi lucide que sur l'allée. Hein? Fait que, puis nous autres, moi et mon chum, moi j'ai ramené un gars qui commençait à être malade un peu. Puis, fait que là, je m'en vais voir un Kazakh. Je lui demande, peux-tu nous ramener au village olympique universitaire? Là? Oh, ouais, pas trop, pas trop. Il me restait peut-être 3 piastres dans mes poches. Mais ça, je ne l'ai pas dit. Fait que quand on est arrivé, j'ai pris l'argent, j'y ai pitché, puis j'ai dit à mon chum, on court! Puis je restais parce qu'il y avait des petits messieurs sur le bord de la gate avec les fusils. Fait que je me suis juste mis à courir le plus vite possible, puis on est rentré dans le village, puis on était safe. On s'est fait ramener au village pour 3 piastres. Ouais, c'est bon, ça. J'étais content qu'ils étaient là, finalement, les... Ouais, les Ah ouais, pour vrai, là, on était contents. Puis non, mais c'est sans blague, là, c'est une expérience que j'oublierai jamais. Là. Puis en plus, ils nous ont laissé... là, il y a le rouge affiché en arrière de moi, mais on a aussi le gilet blanc. Là, fait que c'est fou comme souvenir là, qu'on peut garder de ça, là, avoir porté le drapeau du Canada là, pour... même si c'est universitaire, le monde ne connaisse pas trop ça, mais c'est une ligue quand même très, très compétitive. Fait que non, c'est vraiment cool. Il y a un autre tournoi là, que tu avais participé. C'est pas tournoi, mais tu as dit avant cette année-là, tu faisais des matchs d'exhibition là, contre Team Canada Junior là, avec Concordia. Parle-nous un peu de tes souvenirs de ça. Ce que tu as joué, je regardais dans tes années, là, c'est les années qui avaient comme Connor McDavid, Braden Point, Max Domi, Matt Barzal, Josh Morrissey, des très, très, très gros noms. Est-ce que tu as joué contre ces joueurs-là? Est-ce que tu as des souvenirs de... Pas toutes. Pas toutes, là. Ouais. Mettons, McDavid il était pas là. Il était peut-être là, mais on l'a pas vu. Pointe, il gardait caché aussi. Je pense qu'il y avait une petite blessure là, qu'il essayait de soigner avant le tournoi. Mais tu sais, des Beauvilliers, des Barzal, des gros, des Houston à défense. On a joué contre tous ces clubs-là. Puis c'était vraiment cool. C'était encore une fois un peu avant le tournoi. Puis avec nous autres, on était dans la période d'examen. Fait que c'était assez stressant pour nous autres. Il y en a plusieurs qui arrivaient en retard parce qu'il y avait une dernière examen à faire à l'université. Puis après ça, on se faisait flyer. Fait que j'ai joué une fois à Toronto. C'était vraiment cool comme expérience. On a gagné la première en shootout. Le défenseur du Canadien, Yosun, il m'a mis ça droit sur le tape, puis j'ai scoré dans la game. Ça, je vais m'en souvenir tout le temps. Mon père était bien content. Mais non, vraiment, c'est vraiment cool. Puis ces joueurs-là sont sensationnels. Là. Pour vrai, nous autres, ils sont en forme. Beaucoup plus que nous autres, même si on était vraiment en forme, là, parce qu'en universitaire, tu t'entraînes à chaque jour aussi. Puis, mais c'est un train de vie différent. T'sais. Juste moi, je travaillais, après ça, tu vas sur la glace, après ça, tu t'en vas à l'école. Tu essaies d'avoir une petite vie aussi, tu es universitaire. On se fera pas de cachette. Fait que c'était vraiment bien. Puis les autres, l'exécution, c'est fou. Ils se connaissent même pas, puis c'est tic-tac-toe, puis c'est vraiment cool. Puis eux autres, c'est comme... pour eux autres, c'est comme la dernière ligne pour faire l'équipe. Souvent, les dernières coupures se font là. Fait que les gars, ils se donnent à 100 000 à l'heure. Donc, la première fois à Toronto, comme je dis, on a gagné la première en shootout. La deuxième, ils nous ont mangé complètement. Puis l'année d'après ou une couple d'années plus tard, j'ai joué à Boisbriand. Fait que ça, c'était cool. Là. C'était vraiment plus proche de la maison. Encore une fois, vraiment une belle expérience. Puis, comme je te dis, j'ai de la misère avec les noms, là, mais je me souviens que c'était des gros noms qui étaient sur la glace qu'on jouait contre. Puis c'était vraiment... même pour un gars de 25-26 ans, c'est impressionnant les kids de 18-19 ans là, qui sont sur la glace contre toi et qu'ils te dominent bien raide. Là, c'est hot. Ouais, ça va être spécial. Tu n'aurais jamais aimé autant t'avoir fait dominer dans un match. Exact. C'est ça. J'espère juste qu'il gagne après. Il ne faut pas que ça vaille de quoi se faire planter. Ouais. Suite à ton parcours universitaire, on voit que la dernière année, là, avec Concordia, tu as joué un match avec les Éperviers. C'est... Ouais, tu as marqué ton premier but dans la Ligue aussi. Au Colisée de Laval en plus. Colisée de Laval, ouais. C'est ça, c'était la fin de la saison. Nous autres, on a perdu en deuxième ronde. Ça a donné qu'on finissait toujours par pogner McGill dans les playoffs. Machine de hockey. Fait qu'on perdait
je pense qu'à toutes mes années que j'ai fait les playoffs avec Concordia, on s'est fait éliminer par McGill. Ah non, une fois par Queens. Mais vraiment, c'était... C'est ça, la saison était terminée. Fait que là, je faisais juste travailler puis aller à l'école. Donc, j'ai reçu l'appel des éperviers. Ils m'ont dit si tu joues la dernière game de la saison, tu peux faire les playoffs avec nous autres. Puis moi, je trouvais que c'était une bonne occasion de voir c'était quoi la Ligue 1, puis de 2, de faire un petit peu d'argent en continuant à aller à l'école. Puis avant, moi, c'était clair, je leur avais dit, je m'en vais en Europe, par exemple. Donc, j'avais joué mon premier match à Laval. J'avais joué avec Sharpie la première game. Puis finalement, j'avais réussi à scorer sur un shot de la ligne bleue. Je ne sais même pas quand ça a rentré, mais j'ai shoté une note, ça a rentré. Puis, probablement lancé sur réception. Comment? Probablement lancé sur réception. Non, c'est en dessous du poignet, Mais c'est ton but, si tu veux, prédilection, mais je me rappelle, tu en avais fait un one-timer en playoff contre Thetford cette année-là. C'est vrai. Je pense que c'était en mouvement en plus. Ouais. Ouais, je les ai toutes filmées. J'ai connais toutes, là, mais ouais, fait que déjà là, il y avait déjà un avant-goût de. Ouais. Non, j'étais content. C'était une belle expérience, honnêtement. C'était un club différent. Il n'y a plus vraiment de joueurs qui étaient là. Je pense qui jouaient avec nous autres. Mais c'était vraiment cool. J'ai fait les playoffs avec eux autres. Puis malheureusement, la dernière game contre Thetford, je pense que c'était. Ouais, ça devait être Game 7 là, ou Game qu'on était proche de l'élimination. C'était ma dernière. Mon dernier examen à l'université. Fait que j'avais été obligé de le manquer. Là, ça m'avait fait bien de la peine, mais ça avait été une belle expérience. Fait qu'au moins, je savais un peu à quoi m'attendre à la fin de ma carrière professionnelle. Je savais dans quoi je pouvais m'embarquer au Québec. Là. Donc, je pense que c'est une bonne chose que je l'ai faite. Oui, dans le fond, ça t'avait. Quand les années d'après, mettons, quand tu allais en Europe, dans ta tête, tu revenais pas mal. C'était peut-être pas 100% sûr, mais tu étais pas mal sûr qu'il y avait des bonnes chances que tu joues dans la Ligue nord-américaine en venant. À part une blessure majeure, là, moi, je voulais. C'est ma vie un peu le hockey. Là. C'est depuis que je suis jeune. Ouais. Donc, je savais que j'allais jouer, j'allais revenir et que je voulais trouver du hockey. Puis, ça m'a juste permis de voir que c'était une ligue qui était vraiment intéressante. Là. Puis, comment. C'est ça que je voulais savoir un peu, là, comment tu as dit que tu savais, tu sais, Christian Deschênes t'avait appelé pour, tu sais, viens jouer à la dernière game puis tout, mais est-ce que avant d'aller dans la Ligue nord-américaine, tu savais déjà un peu de loin, tu sais, c'était quoi? T'avais-tu déjà du monde qui t'en avait parlé ou c'était quand même assez nouveau pour toi quand t'étais arrivé à ça? Ma dernière pensée de la LNH, pour être bien honnête, à moi, c'est quand j'étais jeune puis que j'allais voir le Saint-François. Donc, c'était quand même assez différent. Ouais. Tu sais, sans blague, j'arrivais peut-être 20-25 minutes en retard à la game, j'avais pas manqué le puck drop. Là. Donc, c'était différent dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Donc, je sais pas, tu sais, je suis pas le joueur, c'est vraiment pas mon genre de jeter les gants, vraiment pas. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était un peu dans ma tête. Je vais-tu être obligé? On ne se le cachera pas. Je suis un joueur quand même physique. Je suis capable de finir mes mises en échec. Je suis un gros bonhomme. Fait que, il y avait ça dans ma tête. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était une ligue pour jouer au hockey. Là. Fait que j'ai vraiment été agréablement surpris. Puis, d'année en année, le pace du jeu, il augmente. Là, ça en est fou. Donc, non, vraiment, comme j'ai dit tantôt, ça a été une bonne chose que je vienne juste pour enlever mes doutes un peu qu'en étant un gros bonhomme, j'allais être obligé de faire ce job-là. Moi, je voulais retrouver mes repères offensivement, tout ça. Donc, j'étais content de venir dans la ligue une coupe de game pour voir c'était quoi. Tu parles aussi, ça m'amène un peu une question. J'avais une question. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais le match d'ouverture cette année à Laval, je ne sais pas ce qui est arrivé, tu as pogné 4 minutes de pénalité. Juste pour donner une idée pour ceux qui nous écoutent, là, il y a 4 minutes de pénalité dans le premier match de la saison, tu es rendu à 6. À cette statistique. Mais c'est ça qui m'impressionne un peu de toi parce que partout où tu es passé, tu réussis à toujours comme pas jouer clean, mais tu te fais pas pogner. Puis c'est ce qui m'étonne, c'est que tu n'es pas un joueur qui, en guillemets, c'est pas
pas beau dire ça, mais tu sais, soft, là, tu finis tes mises en échec, tu n'as pas peur d'aller dans le trafic et tout, mais tu réussis quand même à justement, tu sais, jamais prendre de pénalité ou presque. C'est quoi ton secret? Parce que ça m'impressionne toujours quand tu le remarques pas comme pendant la game, mais quand tu regardes de loin et tu vois les stats, tu te dis, Colin, il y a 30 games de jouer, il a pogné 6 minutes de pénalité. Un candidat pour le trophée du gentilhomme. Mais c'est quoi ton secret pour justement ne pas mettre ton équipe dans le trouble, pogner des deux? Honnêtement, les punitions les plus faciles à pogner, c'est les punitions de bâton. Tu vas accrocher le gars, tu vas le slasher ou puis je suis quand même un joueur rapide, donc j'utilise mon patin avant d'utiliser mon bâton. Ça a toujours été ça, peu importe où que j'ai passé. Là, on est tous des joueurs de hockey, là, on en donne des slash une fois de temps en temps, là, on va pas se le cacher. Là. Mais c'est ça, je suis un gars qui va patiner plus avant d'y aller. Puis si je vois que le gars est dans une position vulnérable en avant de moi, ben oui, je vais le finir, mais je vais le finir d'une manière un peu plus gentille. Je vais lui montrer que je suis là, je vais le finir, mais s'il est de dos à moi, je risque de juste la coter dans la bande d'attitude. Puis je sais pas, on dirait que c'est naturel quand j'arrive, mais quand j'ai la chance, par exemple, de faire une grosse mise en échec, je vais pas arrêter. Là. Fait que je sais pas, honnêtement, j'aimerais ça t'expliquer, là, j'aimerais avoir une explication de, regarde, le secret, c'est ça, mais il y en a pas, c'est juste la manière que je joue, je patine, je finis mes checks, mais on dirait que je suis capable de voir quand le gars est vulnérable devant moi, fait que ça m'aide. C'est une explication de gentilhomme, ça. Non, mais c'est un skill qui c'est comme, je sais pas, ça se remarque pas tant, mais quand tu penses, c'est un skill qui est quand même très utile là, ouais, ben c'est utile pour mon équipe. J'essaie de ne pas les mettre dans la marde, mais c'est sûr que regarde, j'aimerais ça en finir plus de me en échec. Des fois, il y en a que je fais OK, non, peut-être pas, mais c'est. Non, c'est correct. J'ai pas d'explication pour ça. Parlons de l'aventure européenne. Là. Tu disais que tu avais déjà dans l'idée d'aller jouer en Europe à la fin de ton parcours universitaire. Parle-nous-en un petit peu. C'était quoi tes motivations? Je voulais, tu sais, c'est le rêve de tout petit kid là, qui commence à jouer au hockey. Là, tu veux dire que tu as été capable de jouer professionnel. Fait que, tu sais, j'avais rayé un peu l'Amérique du Nord, là, surtout à cause de ma carrière junior. Ça avait été un peu plus difficile, mais tu sais, j'ai un cousin, moi, qui a joué en France, Nicolas Perrault. Il a joué aussi un peu à Thetford dans le temps, là, ça fait un petit bout. Puis, tu sais, c'était un peu mon mentor dans le hockey. Là, fait que, il m'avait parlé aussi de l'Europe et que c'était possible. Fait que, tu sais, je savais qu'il y avait l'option là. Puis en allant à l'universitaire, ben là, c'est sûr que tu as beaucoup d'offres là, par des clubs européens, là, peu importe la ligue, pour aller te faire voir là-bas. Puis moi, j'ai été vraiment chanceux. Là. C'était mon assistant coach dans ce temps-là à Concordia, ma dernière année. Il était ben chum avec Brandon Reed, qui coachait les Pirates d'Aalborg au Danemark. Donc, ça avait créé le lien. Tu sais, moi, j'avais toujours pas d'agent. Là. Rendu universitaire, tu vas pas te chercher un agent. Donc, c'était un peu moi qui faisais mes affaires moi-même. Puis, j'étais entré en contact avec lui. J'ai signé un contrat de joueur de première année en Europe. Là. Fait que c'était pas la grosse affaire, mais tu sais, je voulais juste me rendre là. Puis, ça a donné que Martin Lefebvre, qui jouait dans ma ligue, très, très bon défenseur, puis P.O. Morin, qui jouait aussi dans ma ligue, très bon attaquant, on a décidé d'aller à la même place. Puis, Kirill Kabanov, ça vous dit probablement de quoi, là, jouer à Shawi. Donc, lui aussi, il avait signé là. Donc, on s'est ramassé avec un club assez solide pour la Ligue du Danemark, qui est une très bonne ligue pour les joueurs qui veulent embarquer dans l'univers européen puis essayer de monter dans les ligues. Là, c'est vraiment un beau tremplin. Puis ceux qui veulent finir leur carrière en Europe aussi. C'est vraiment une belle place à aller jouer. Fait que j'ai vraiment bien tombé. Puis j'ai tombé, encore une fois, chanceux, j'ai tombé dans la meilleure organisation de cette ligue-là. C'est vraiment la plus belle arena. Il s'occupe bien de toi. Des beaux appartements. C'est la vie européenne. Le char. Tu peux voyager pour moi et ma femme à Saint-Valentin. Ça nous a coûté 31$ aller-retour. On est allé à Londres. C'est juste 31$. 31$. T'as pas le droit, t'as juste le droit à un sac à dos, là, mais c'est 31$, puis t'arrives à Londres.
Fait que c'est vraiment une vie différente. Fait que j'ai vraiment bien tombé, puis ça a donné qu'avec le club qu'on avait, on a gagné. Fait que ça l'a juste de cherry on top, comme on dit. Là, c'était juste vraiment cool. Puis le hockey européen, c'est différent. Là, dans l'aréna, c'est un peu plus. Il y a les ultras, là, un peu comme au soccer. Là. Fait qu'il y a le monde qui reste debout, puis qui joue du tambour, puis qui crie, puis que c'est. Fait qu'il y a tout le temps de l'ambiance, là, c'est fou. Là. Fait que, puis on a tombé dans une place que les fans étaient vraiment proches de l'équipe. Pierre Mathieu, il était vraiment il est venu Comment? ici. Pierre Mathieu qui joue du tam-tam, il en jouait là-bas. C'était ça, mais fois 1000. On avait 1000 Pierre Mathieu qui était là. Ah, c'est ça. Fait que, vraiment une belle expérience. On a gagné ma première année. Fait que ça a bien commencé mon aventure européenne. Tu as joué 2 années dans Del 2, 2 années au Danemark. C'est quoi les caractéristiques peut-être des pays où tu es allé? Le Danemark, je veux dire, le soir, c'est en Europe, là, mais est-ce que tu le ski, les spas, la montagne? C'est un pays vraiment plat. Eux autres, les Danois, ils ont une joke qu'ils font là, que si tu perds ton chien de sa laisse, tu peux le voir courir jusqu'au bout du pays. C'est vraiment une joke qu'ils disent. Parce que c'est vraiment, vraiment plat. Fait que point de vue qualité des paysages, ça ressemble un peu à ici. La végétation est pas mal pareille. Il n'y a pas. Tu vas pas voir un lion qui va te popper et puis faire OK, là, je suis pas à la bonne place. Là. Fait que c'est un petit pays. Le pays se fait au complet. Moi, j'étais dans le nord. Puis pour se rendre à Copenhague, qui est complètement dans le sud, ça me prenait 4h30. Là. Puis c'est un petit pays. Mais le monde sont chaleureux, sont merveilleux. On a encore un couple d'amis là-bas, du monde qui nous ont pris un peu sur l'oreille. Ils ont dit, nous autres, ils nous appellent les imports. Les imports, on veut les garder proches de nous. Puis on veut, parce que tu sais, le code de la route, tu ne le connais pas. Qu'est-ce qui est écrit, c'est pancarte. Tu n'as aucune idée c'est quoi. Il y a certaines choses que tu reçois des billes par la malle. Puis là, t'es là, qu'est-ce que c'est ça? Fait que, eux, ils nous ont aidés. Fait qu'on leur parle encore. Ils sont proches de mes enfants. Ils sont venus nous visiter en plus en Allemagne quand on était là. Fait que vraiment, les gens, là, les Danois sont chaleureux. On était bien traités là-bas. L'équipe alentour de l'équipe de hockey, il y a comme 12 trainers. C'est fou, là. Il y a du monde, puis c'est quasiment tous des bénévoles, puis non, c'était vraiment cool. Puis l'Allemagne, ben là, ça, j'ai été chanceux, j'étais à Ravensburg, donc je ne sais pas si vous connaissez les casse-têtes Ravensburger. Ouais, c'est ça vient de là. Ben oui, ouais, exactement, ça vient de là. Fait que j'ai joué là 2 ans. Puis ça, ben, tu vois les Alpes. Là. T'es dans les... Fait que là, c'est complètement différent. Là. Je me levais avec mon petit café et je regardais les montagnes. Fait que ça, c'était vraiment différent. C'est sûr, le café, j'allais te parler de bière, là, mais... ouais, la bière, là, un pack de 20 grosses bouteilles, ça coûtait 11$. C'est de la bonne bière. C'est quoi les odds, pour vrai, mais j'utilise, dans le fond, pour soulever mon ordi pour que l'angle soit meilleur, là, j'utilise comme des boîtes, puis il y en a une, c'est un casse-tête. Ravensburger. Bon. C'est quoi les odds? Yes, sir, Dave. That's it. C'est drôle. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon. Ouais, fait que vraiment, c'est différent. Là. C'est plus un pays... c'est vraiment facile. Où que j'étais, moi, ça me prenait une demi-heure, j'étais en Autriche. Ça me prenait 1 heure, j'étais à Zurich. C'est différent. Là. Tu fais tout en auto, pas besoin de passeport. Les douanes, le gars, il te regarde, il fait juste te regarder passer. Puis si tu t'arrêtes pas, tu continues. C'est vraiment une expérience différente. Les Allemands, je les ai adorés aussi. Là, sont peut-être un petit peu plus froids quand tu les rencontres. Mais sont super aussi. Puis j'ai eu la chance de gagner à ma 2e année là aussi. Fait que, on dirait que c'était belle expérience par-dessus belle expérience. Là. Fait que vraiment, ma carrière européenne n'a pas été longue. Déjà que moi, j'amenais ma femme là-bas aussi. Là, fait que c'était pas facile pour elle. On s'était donné à peu près un 5-6 ans. Puis finalement, j'ai fait 4 ans. Il y a la fameuse pandémie qui est arrivée qui a fait mal. Là. Mais ça, c'est mon meilleur chum de Sherbrooke. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été vraiment sensationnel. Là. C'est deux belles villes. Puis, tu sais, j'ai été chanceux. J'ai fait Danemark, Allemagne. J'ai gagné. Par ça, le Danemark sont venus me rechercher.
Puis après ça, l'Allemagne, ils sont venus me rechercher. Fait que, on dirait que j'étais à l'aise dans mes souliers. C'était pas tout le temps à recommencer. Fait que ça, j'ai apprécié ça aussi. C'est sûr que j'aurais aimé ça faire d'autres pays, peut-être, voir d'autres choses, mais quand même, c'était trippant. Là. Je pense par rapport aux douanes. Bonne idée. Je veux savoir, y a-tu autant de chances que tu te fasses reconnaître dans la rue à Alborg qu'à Québec, tu penses? Honnêtement, c'est vraiment spécial parce que moi, ma petite fille, mes 2 enfants sont nés en Allemagne, mais ma petite fille, sa première garderie qui est allée, c'est au Danemark. Ma plus vieille. Puis la madame qui gardait, c'était une grande fan de l'équipe. C'est comme elle qui m'a dit, garde, moi j'ai une garderie, fais telle affaire, puis c'est moi qui vais l'avoir. Puis elle m'a vraiment aidé. Puis à ce jour, avant chaque match, même Elena H, elle m'écrit bonne chance. Ah ouais, wow. Ben, je pense justement, des fois, sur les publications de la LNH, une madame qui écrit, ouais. Ah ouais, pour vrai, là. Puis non, puis on a encore notre couple d'amis là-bas aussi. Puis, tu sais, j'ai gagné la première année. Puis l'autre année, s'il n'y avait pas la COVID, la saison régulière, on l'avait gagné par genre 21 points. Là. Fait que, il y avait des bonnes chances qu'on gagne les playoffs encore. Fait que vraiment, puis notre première année, quand on a gagné, ça faisait 37 ans qu'il n'avait pas gagné. Mais en fait, je suis même pas sûr que depuis qu'il s'appelait les Pirates, il avait gagné. Fait que c'était... Vraiment, je pense que je suis pas mal sûr que je me ferais reconnaître au Danemark. J'aurais été élu maire de la ville. Tu dis la ville, honnêtement, c'est sombre pendant les mois d'hiver. Puis il fait noir à 2h30, 3h, puis le soleil se relève juste à 9h le lendemain. Là, mais tu apprends à vivre avec ça. Finalement, qu'est-ce qui a mis fin au parcours en Europe? C'est un peu, tu nous as parlé que tu avais 2 filles, dans le fond, la petite famille en Europe. On a décidé d'en revenir au Québec un peu pour ça. Oui, un petit peu. Ma dernière année en Allemagne, juste avant les playoffs, on dirait que je suis destiné à faire ça, à avoir une grosse blessure tout le temps avant les playoffs. Ouais. Je me suis brisé le genou. Comment? Non. On va toucher à du bois. Mais ouais, c'est ça. Fait que je me suis blessé au genou. Je me suis détruit le genou juste avant les playoffs à ma dernière année. Fait que j'ai pas fait les playoffs. Fait que ça, c'était tough. Puis ça a été quand même une longue convalescence. Là. Ça a été tough à revenir là, de cette blessure-là. Puis, bien sûr, la COVID, ben là, les salaires ont diminué. Ma dernière saison en Allemagne, elle avait un petit peu moins bien été que mes 3 saisons précédentes. Fait que là-bas, ils se fient énormément sur les stats. Là. C'est tellement vaste l'Europe qu'ils n'ont pas le temps de venir te voir, là, les autres pays. Là. Fait qu'ils regardent juste ton hockey DB. Fait que, sauf si t'es reconnu mondialement. Là. Fait que moi, ils regardaient mon hockey DB. Puis, c'est ça. J'avais pas eu les meilleurs stats. Fait que c'est sûr que j'en ai eu des offres. Là. J'aurais pu repartir, mais c'était pas des offres assez alléchantes pour dire que, OK, je pars avec mes 2 enfants et ma femme, puis toi, ma femme, toi, tu travailles pas, tu t'en viens avec moi, puis puis on va vivre sur ce petit salaire-là pour 1 an. Fait qu'on a décidé. Puis elle avait hâte de travailler aussi. Là, elle n'avait pas vraiment travaillé à me suivre. Elle avait fini l'école, puis elle n'avait jamais vraiment commencé à travailler parce qu'elle me suivait. Puis les congés de maternité et tout ça. Fait que c'était une belle opportunité pour elle de commencer à travailler. Moi, je savais que je pourrais trouver quelque chose dans le coaching. C'est un peu pour ça que je suis rentré à l'école secondaire. Là. J'ai commencé en coachant, puis ils m'ont donné des jobs avec ça. Fait que je pense que c'était le mot à faire, puis on était content de le faire, puis j'avais un bon feeling avec Sorel, fait que c'était le temps de le faire. C'était un deuil, par exemple, là, c'est tough, là, ça m'a pris du temps à accepter le tout, là, mais je suis vraiment content. Donc, c'est toi qui as appelé Christian pour dire bon, je suis prêt, je retourne au bercail. Là. Il m'écrivait à chaque année. Fait que sur Facebook, là, juste avant que je parte, cette année, tu fais quoi? Là, je poste cette année encore bientôt. Puis là, cette année-là, il m'a invité. Il y avait la classique Bob Bissonnette. Là, fait que ça, j'étais allé faire ça. Puis après ça, il m'avait appelé pour négocier le contrat. Puis j'avais accepté. Là, ça a été assez simple. Il y a une petite question de Jean-François Roy qui demande penses-tu faire une carrière comme coach à temps plein?
à Sainte-Pat, ça prend ta carrière? C'est un papa d'un ancien joueur de Sainte-Pat qui est rendu M15-3, si je ne me trompe pas, à SSF. Donc, on est vraiment content pour lui. J'aime le coaching. C'est vraiment prenant pour la famille, surtout avec la vie LNH. Comme là, la question, c'était après la LNH, mais pendant... en ce moment, je suis un coach, mais je peux juste coacher la semaine. Donc, je l'ai essayé de faire les fins de semaine. Puis quand tu reviens à 2-3 heures du matin de Laval, puis le lendemain, il faut que tu ailles enseigner. Puis après ça, tu as un autre match. Puis après ça, tu reviens encore aux 10 heures du matin. Puis là, le samedi, à 1h15, il faut que tu ailles à Saint-Marc-des-Carrières pour coacher. C'était tough. C'était tough pour moi. Puis c'était tough surtout pour ma femme et mes enfants. Je voulais les voir. Puis eux aussi, ils commençaient à s'ennuyer. Fait que c'est pour ça que cette année, je coach un petit peu moins. Là. Je coach plus les pratiques puis quand il y a des games la semaine. Mais je dis pas non. J'aime le coaching, j'aime le hockey, je veux rester dans cet environnement-là. Fait que puis on a vraiment un beau groupe. Là. Je suis vraiment bien entouré à Sainte-Pat. On a un groupe jeune de coachs qu'on s'entend bien ensemble. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que je dis pas non. Ça va vraiment dépendre de la famille. Là. La famille s'agrandit en ce moment, fait que ça va être encore plus demandant. Tu es rendu au 5e, là, c'est ça? Non, 3e. Okay. Donc, Dave, je ne sais pas si tu avais... on est rendu pas mal à aujourd'hui avec les éperviers. Ouais. Vas-y, shoot. On avait posé un peu nos questions là, en début de show, là, les questions qui faisaient plus sur le tour des éperviers. Là. J'avais un peu fait le tour. Sinon, j'ai un autre que... ça a peut-être plus rapport avec le fait au hockey, mais je voulais savoir, c'est quand un peu que tu t'es découvert, parce que tu as dit que dans le junior, tu étais moins un peu offensif. C'est quand un peu que tu t'es découvert que tu avais une affinité pour faire les one-timers à la Ovechkin? C'est ça. Honnêtement, regarde, c'est pas parce que je veux passer un beau petit message aux jeunes, là, mais c'est la pratique. J'ai été assez chanceux quand je suis arrivé à Concordia. Notre assistant coach, c'est encore le coach maintenant c'est le coach en chef de Concordia, c'est Marc-André Lemant. Il travaille pour CCM. Puis moi, il est venu me chercher puis il a dit viens travailler pour moi. Fait que lui, là, son département, c'est le field test. Donc, je testais tout l'équipement, les bâtons, les patins, les casques, tout l'équipement. Mettons, on est en 2020, je testais tout le 2021-2022. Fait que j'étais tout le temps sur la glace. Puis avec les bâtons, c'est les fameux 50-50 qu'on appelle. Fait qu'il faut que tu prennes 50 slap shots puis 50 one-timer pour tester les bâtons. Puis s'il casse pas, ben là, t'en refais un autre. Puis s'il casse pas, ben t'en refais un autre. Fait que là, t'imagines mes mains, là, j'avais juste des ampoules. Mais c'est là que je l'ai pratiqué. Je faisais des one-timers après one-timer après one-timer. Puis c'est devenu naturel. Tu sais, j'étais pas un gars qui prenait des gros lancers frappés avant. C'était vraiment plus mon wrist shot quand j'étais jeune. Puis là, à force de pratiquer, ben c'est rendu un peu naturel. Là. J'en manque souvent, là, mais quand j'appogne. Pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si tu peux peut-être donner le numéro de Marc-André. J'essaie de leur rejoindre pour des bâtons, là, fait que je veux pas que tout le monde l'appelle en même temps. Je dois aussi être content que les bâtons cassent un petit peu moins cette année à Sorel que l'année passée. Oui, vraiment. Ouais. Yes. Donc, sinon, est-ce que j'y vais avec les petites photos, Dave? Ouais, let's go. Vas-y, fort. Donc, j'ai fouillé un peu dans ton Facebook à la recherche de petits bijoux, mais ici, avec Concordia, on peut voir quand même la filiale des éperviers, là, d'Annie Potvin. Yes. Ouais, ça, c'était début de ma deuxième année. C'était notre ligne. On s'appelait le Green Line parce que les pratiques, on avait des chandails de couleur, là, puis on avait tout le temps le chandail vert, puis ça a juste cliqué. On a commencé à jouer ensemble, les trois ensemble. L'autre, c'est Jessica Bernard. Là, il avait joué un peu dans le junior majeur. Puis les trois, ça a cliqué ensemble. Là. On a des beaux moments universitaires. Là. Déjà, à notre première année, là, on était trois recrues qui jouaient ensemble. C'est la troisième ligne, puis on a eu bien du fun. Puis la deuxième année, ben là, on était pas arrêtable. Fait que c'était vraiment cool.
Et il y avait cette petite photo-là qui avait attiré mon attention. Oh wow! Ouais, ça c'était Malouin dans le milieu, Michael Tam. Ouais, Mick Tam, c'est lui, il shotgun Barnard avec le gilet des Canadiens. Okay. Puis notre bon vieux Dan Malouin. À son année 20 ans, il est venu dans le camp avec nous autres. Il était un peu dans la même situation que moi, j'ai été à 20 ans. Fait qu'il est venu comme quatrième pour s'essayer. Puis vraiment, tu sais, pour être vrai, moi puis les Malouins dans le junior, je sais pas ce qu'il y avait contre moi. À chaque fois qu'on jouait contre eux autres, les deux étaient après moi. Puis c'est là, quand Dan est arrivé dans la chambre, ça a cliqué. On était assis. J'étais rendu à 19 ans, moi. Fait qu'on était assis en arrière dans l'autobus ensemble, puis on jasait, puis on avait bien du fun. Puis ça, c'était sur un voyage sur la route. On avait du temps, fait qu'on était arrêté dans un magasin, puis les gars, ils avaient essayé des chandails, puis moi, je prenais des photos. Il y avait un ring de boxe aussi, les gars, ils étaient embarqués là-dessus. Je me souviens plus trop on était où, mais... Ça ressemblait comme si vous faisiez un repêchage, on dirait. Ouais, un peu. Ben, c'était ça qu'on voulait un peu, là. Mais c'était genre un sports check ou quelque chose en même. Je pense qu'on était dans les maritimes, là, puis on avait bien du fun, là. J'avais dans ce temps-là, on est vieux, là, j'avais le téléphone que tu flippes, fait que mes photos étaient dégueulasses, là, mais bon, j'y prenais pareil. Photo ici. Wow, ouais. Avec Tam, encore une fois. Ouais. Ça, c'était un souper d'équipe avec les remparts. On en faisait pas mal, là. C'était vraiment le fun. Une belle équipe bien organisée. Fait que ça, c'était dans un des soupers. Je pense que c'était proche du temps des fêtes, là. On avait eu bien du fun, là. Une petite photo ici, c'est au Mets. Ouais, ça, c'est mon meilleur chum. Baseball? Mon meilleur chum, Mick Terrien, celui qui a écrit que c'était mon plus grand fan. Ouais. On avait fait un petit voyage à New York avec ma copine du temps. C'est ça, on était allé visiter New York, puis on avait eu bien du fun. On était allé à une game des Mets, fait que c'était vraiment cool. Ma première fois à New York. Good. Petite photo ici, je sais pas si c'est expérience de cinéma. Ben, tu sais, ça c'est Fred Roy puis Vincent Bernard. Fait que Fred, comme on le sait, il aime bien être un acteur. C'est un bon petit acteur. Puis il avait pris un break un moment donné du junior pour aller essayer à LA. Puis là, il revenait de là. C'est quand il est revenu avec nous autres. Puis moi, j'étais bien proche avec Fred, là. Fait que j'étais souvent chez eux, puis on niaisait. Là, on faisait juste niaiser avec une caméra, les trois ensemble. Là. On faisait pas des films bizarres, inquiétez-vous pas. Ici. Yes, ça c'est. T-shirt à Noël. Ouais, t-shirt de Noël. Moi, j'avais vraiment pas trouvé un beau, fait que j'avais mis une genre de veste bizarre, dégueulasse. Il y a Fred encore qui était là. C'était ma deuxième année. Là. J'avais réussi à amener Fred à jouer avec nous autres. Il y a eu Don qui est là, puis Beauchemin qui a joué avec nous autres à Sorel. Il y en a-t-il d'autres qui ont joué? Non, c'est pas mal ça. Fait que c'est ça, c'était un petit party là, à l'Université Concordia. Là. On avait eu bien du fun. C'était une belle petite soirée. Et dernière photo, mais non la moindre. Oh my God! Ouais, ça, c'est cette année. C'était pour le mariage d'un de mes grands chums. Un mariage marocain. Fait qu'on était allé au Maroc, moi et ma femme. C'était malade. Ça, c'était notre journée dans le désert. Fait qu'on avait le choix, soit faire du VTT ou faire un tour de chameau. Fait que là, je me suis dit, VTT, je peux en faire chez nous. Fait que j'ai fait un tour de chameau. Je le conseille pas au monde qui ont mal dans le dos, mais c'était trippant. Vraiment trippant. Puis ça a donné que quand j'ai pris ma selfie, il était couché. Fait que je me suis approché. Puis j'ai fait une face bizarre, puis ça a donné que le chameau faisait la même face que moi. Fait qu'on dirait qu'on est deux frères. Puis au Maroc, souvent, ils demandent là, combien de chameaux pour avoir ta blonde. Là. J'ai testé, il en demandait trop. C'était ma dernière photo. Merci. Yes. On va finir ça avec les petites questions rapides. Là. Te laisser partir après. Ton premier souvenir, dans le fond, la première chose qui vient par la tête, là, on répond rapidement, mais ton premier souvenir de hockey, première fois que tu as eu des patins dans les pieds ou un bâton dans les mains? Ouais, ben c'est que j'ai essayé l'équipement à mon cousin dans son sol. Puis mon père, il m'a fait un mensonge. Il m'a conté un petit mensonge. Il a dit il est trop tard pour que tu t'inscrives parce que ça ne tentait pas que je joue au hockey tout de suite. J'avais 6 ans. Fait que j'avais été bien triste, mais j'avais essayé l'équipement au complet puis j'étais prêt.
Puis après ça, l'année d'après, j'avais 7 ans, il m'a inscrit, il m'a pitché sur la glace, j'ai tombé une fois ses fesses, puis après ça, c'était parti. Ah ouais, quand même, c'était naturel, un naturel. Je voulais savoir pourquoi tu portes ton numéro. Je sais que tu as changé un peu. Il y a tout le temps le 1 qui revient. Parce que Concordia, tu étais 11, tu as commencé 51 à Sorel, tu es rendu 71. Est-ce qu'il y a une signification pour le numéro? Honnêtement, toute ma carrière, j'ai eu des numéros différents, là, midget 3, junior majeur, peu importe. Mais c'est quand je suis arrivé universitaire, j'ai eu le numéro 11. Puis ça a vraiment, c'est des beaux souvenirs. Puis on dirait que c'était une période importante pour moi. Fait que vraiment, le numéro 11 m'a suivi toute ma carrière professionnelle également. Puis quand je suis arrivé, il y a notre bon vieux Tommy Tremblay qui a le numéro 11 à Sorel. Fait que j'ai comme pas eu... Ils m'ont pas donné le choix vraiment. Là, ils m'ont donné le 51. Puis après ça, mon bon chum Dan Monloin est arrivé, puis il m'a donné une Rolex pour mon numéro. Ah ouais. Je l'ai encore dans mes affaires, là, je la garde cachée. Puis un beau petit certificat pour aller prendre un beau petit déjeuner. Là, fait que j'ai traité ma femme à un bon petit déjeuner sur le bras de Dan. Fait que ça m'a fait plaisir de donner le 51. Puis là, je voulais quelque chose qui sonne avec le 11 un peu. Fait que 71 n'était pas pris. Fait que c'est pour ça la signification de mon numéro. Parfait. Ton idole au hockey? C'était le défunt Jean Béliveau. Là. Moi, j'ai commencé. Mon premier numéro hockey, c'était le numéro 4. Mon premier numéro d'une saison que je me souviens, là, mettons, là, que j'ai des bons souvenirs, c'était le numéro 4. Puis je tripais de la manière qu'il jouait. Mon père, il me montrait des vieilles affaires. Là. Je ne l'ai jamais vu jouer en vrai. Mais pour vrai, c'était mon idole. Mais tu sais, aujourd'hui, dans de plus temps moderne, j'ai toujours aimé la manière que Taze jouait. Fait que ça a été une petite inspiration. Là. Ouais. Parfait. Est-ce que tu aurais un athlète préféré en dehors du hockey? En dehors du hockey. Un athlète de volleyball, peut-être. Ouais, volleyball, il fallait que je dise 3 mots. Volleyball, Toyota, puis avocat. Fait que Dan Monloin, je l'ai fait. Mais non, pas volleyball, mais je joue. On a bien du fun. C'est pour la ligue de volleyball les mardis soirs avec ma femme. Mon activité avec ma femme, c'est bien le fun. Mais non, je connais pas d'athlète de volleyball. Je te dirais Michael Jordan. J'ai écouté, tout le monde a écouté le show qu'il y a sur Netflix, puis ça me donnait des goosebumps. Là. Honnêtement, c'est impressionnant, ce gars-là, il arrivait à créer dans sa propre tête juste pour se donner encore plus d'inspiration à la game. Là. C'est sensationnel. T'as-tu une routine d'avant-match ou des petites superstitions? Je suis pas le gars plus superstitieux. J'aime pas ça m'habiller trop vite, admettons. Là. Fait que j'attends tout le temps qu'il reste à vrai une vingtaine de minutes avant la game. Même moins des fois. Puis sinon, c'est juste de la manière que je tape mes pads. Je tape tout le temps une en premier, puis tout le temps de la même manière. C'est mon seul petit toc. Là. Sinon, je suis pas vraiment superstitieux pour ça. Ton coéquipier à Sorel-Tracy, le plus drôle, qui te fait le plus rire? Qui fait le plus rire? Quand il est là, c'est Tom Tremblay, mais sinon, crème. On est quand même un groupe de gars comiques. Mais le gars qui me fait le plus rire, probablement Charlie Tremblay, juste à cause de la manière qu'il joue au soccer. Ça me fait capoter, ce gars-là. Quand on joue au soccer avant nos matchs, là, c'est assez drôle à voir. Fait qu'il me fait bien rire. C'est bon, je suis sûr qu'il va apprécier. Le meilleur joueur avec qui tu as joué? Marchessault. Marchessault, hein. Sans aucun doute. T'es-tu content quand il a gagné la coupe l'année dernière? Ah, vraiment. Puis j'ai eu la chance de jouer avec lui cet été aussi là, dans ma ligue estivale. Là. Puis non, vraiment, c'est un bon Jack en plus. Là. On a eu des bons moments ensemble à Québec. On a eu du fun. Moi, comme je disais, moi, Paquette, puis lui, sur la même ligne pendant une coupe de game. C'était assez trippant. Là. Dan me faisait de la place, puis moi, je la donnais à Marchessault, puis Marchessault partait comme une balle. Fait que c'était vraiment hot. Parfait. Ton meilleur souvenir jusqu'à présent dans la Ligue nord-américaine? Meilleur souvenir. J'aimerais ça dire une grosse victoire de la Coupe, là. Ça s'en vient. Mais ça pourrait être quoi? Meilleur souvenir. Honnêtement, c'est pas un souvenir de gagner ou pas. Je pense que c'était juste vraiment cool quand que.
ça va être bizarre, là, mais c'est quand ils ont retiré le chandail à Dumas, je pense que c'était vraiment un beau moment. Tu sais, moi, il était là ma première année quand j'étais arrivé. Ouais. J'ai eu la chance de rejouer avec aussi. Fait que c'était vraiment un moment émotif. Puis même si on a eu une game de marde, on s'excuse à Dumas en passant, mais même si on a eu une game de marde après, c'est vraiment un beau moment de voir ça, là, les belles émotions qui se passaient sur la glace, puis souligner un grand joueur comme lui, c'était vraiment un beau moment à NNH. Parfait. Donc, ouais, cette game-là, ça me fait rire. J'ai un ami de l'Europe qui venait me visiter. Puis, dans le fond, il venait voir la game. Puis, avant la game, j'explique un peu c'est quoi les joueurs, tout ça. Je dis, hey, on a un goaler cette année. Il est trop fort pour la ligue. Ça n'a pas de sens. Puis, on est dans le char. Puis là, je suis comme, je dis, man, pourquoi je viens de dire ça? Il va se faire poter 6 buts à soir. Puis, il s'est fait sortir. Disons que c'était pas vraiment de sa faute, là. On n'était pas là en avant de lui, là. Ouf. En tout cas, pour revenir aux questions, là, pour finir, ton repas préféré? Mon repas préféré des bonnes ribs, c'est Winner. Ton film préféré ou série télé? Ça a toujours été. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. J'écoute plus grand film depuis avec les enfants et la femme, mais Miracle on Ice. Vraiment. Puis si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? Un artiste en show, Taylor Swift. Let's go. Ah ouais. Il y a tellement un hype alentour d'elle. Là. Je veux voir c'est quoi. Ses tunes sont bonnes en plus. Une belle madame. Fait que pourquoi pas. Parfait. Puis une petite dernière bonus. Honnêtement, là, c'est qui le meilleur joueur de soccer à Sorel? Ben, je m'excuse, mais c'est moi. Je m'excuse les boys. Mais c'est probablement Antoine Waked, mais le problème, c'est qu'il est suspendu à vie. Question blessure, question attitude, question tricherie un peu avec le pointage. Donc, ça serait probablement lui. C'est un joueur de soccer naturel. Mais bon, vu qu'il n'est pas là, ben, c'est moi qui prends le lead. Parfait. Bon, ben. Je suis sûr que les autres vont être d'accord avec. Il y a quelqu'un qui a soumis son nom ici. Ah! Ouais, Emile n'est pas pire. Une recrue au soccer. Il est à côté de moi, fait que je vole toutes ses balles, mais quand il touche, il est capable de renvoyer le ballon. Super. Merci Olivier Heinz de ta présence au podcast. Quand même, on a fait 1h15. On a jasé pas mal. Tu nous as jasé ça. On en a su un petit peu plus là, sur le joueur des éperviers, mais aussi la personne. Ben, merci, c'est vraiment gentil de m'avoir invité. Bien content. Oui, bon, ben, ça fait plaisir. Merci d'être venu et d'avoir été généreux avec tes réponses, généreux avec ton temps. Puis c'était bien le fun. Yes, bonne soirée, boys. On va te souhaiter une bonne fin de saison, puis peut-être rajouter, là, ben, faut pas le dire, je le dirai pas, je ne veux pas jinxer. Je ne l'ai pas, mais je sais ce que tu veux dire. C'est bien parfait. Ouais, c'est ça. Bonne fin de saison. Bonne saison à tous, merci. Bon succès. Yes. Et voilà, Olivier Heinz des éperviers de Sorel-Tracy, donc qui était un généreux invité là, ce soir. Très intéressant, Dave. Très intéressant. Oui. Bien des belles questions. Je fais toujours des petites recherches avant le show. Puis pour vrai, j'ai découvert plein de trucs, les trophées qu'il a remportés, c'était sa carrière à Concordia. Des petites anecdotes ici. Donc quand même, c'est le fun quand on a des invités qui ont eu des belles carrières et qu'on peut revenir là-dessus. Puis, non, c'était le fun. J'ai très bien apprécié. Yes. Donc, est-ce qu'on parle des matchs là, qui ont eu lieu lors du dernier week-end rapidement? Quand même, on est déjà rendu 9h30. Oui, on peut faire un petit tour. Je pense que l'histoire du dernier week-end, c'est un peu le rouleau compresseur de Laval. Là. Gagné 5-2 contre les Éperviers jeudi. On a gagné 6-2 contre Rivière-du-Loup, qui allait quand même bien dans les derniers temps vendredi. Vraiment, là, puis tu sais, pour les avoir vus jouer avant les fêtes, puis la semaine dernière, l'équipe est tellement... C'est tellement une machine bien huilée. C'est sûr que, tu sais, en ce moment, Laval joue comme une équipe veut jouer en rentrant dans les séries, là. Dans le sens que, tu sais, la chimie que les gars ont sur la glace,
l'intensité avec laquelle ils jouent et tout, je pense que vraiment, présentement, ils ont une belle équipe. Le trio Caron, Joannette, Hamelin, ça n'a pas de sens présentement comment ils jouent. Les points qu'ils ramassent aussi font état de ça, mais ils savent tout le temps sont où ça glace, sont dynamiques, ils bougent toujours, sont intenses, sont vraiment tough. Plusieurs joueurs dans les 10 premiers pointeurs de la Ligue aussi. Oui, aussi, ils dominent aussi à ce niveau-là. Ouais. Le trio aussi, Gadouri, Paquette, Bussière, qui avait en fin de semaine passée aussi, c'est trois gros bonhommes. Là, ça prend de la place sur une patinoire, ça frappe, ça va dans les coins. C'est pas, j'imagine pour une paire de défenseurs, ça ne doit pas être un trio le fun à affronter non plus. Fait que vraiment, ça va bien présentement. Puis après ça, tu as les jeunes, les jeunes intenses, là, les Hodgins, Zach Zorn, tu avais Francis Desrosiers en plus en fin de semaine aussi, un trio comme super intense, rapide. Puis après ça, c'est sûr que tu as la présence, toughness que Laval aime apporter. Puis tu as le retour au jeu d'un gars comme Carrier aussi, qui est un autre gros bonhomme qui peut plaquer. Puis ça, c'est sans parler de la défensive, que c'est un team d'All-Star à défensive avec Sauvé, Larose, puis d'autres très, très bons défenseurs qui vont bien ces temps-ci, là, comme Léveillé puis Talbot Tassi. Même Mathieu Medley qui a recommencé à faire des points en fin de semaine. Donc, tout va bien. Il y a 5 joueurs dans les 11 premiers. Oui, c'est ça. Fait que, je pense que l'histoire présentement, je pense que c'est Laval. Puis tu sais, Maxime Massinauer, même pas là, est blessé. Là. Qui est probablement leur meilleur attaquant. Donc, beaucoup de points d'interrogation au niveau des gardiens au début de la saison. Puis, regarde, on en est. Ça va bien. Il n'y a plus personne qui en parle parce que ça va bien. Puis tu sais, quand tu as une équipe aussi bonne devant toi aussi, ça l'aide à la confiance. C'est rare que dans un match, que ce soit Graham ou Pagliarulo, qui vont être laissés seuls à eux-mêmes pendant. C'est sûr, des fois, il y a des passes à vide, puis il faut que tu step up pendant comme un 5-10 minutes que l'équipe joue un peu moins bien, mais c'est rare que ils vont être laissés à eux-mêmes pendant un match. Fait que, quand pardonnez-moi l'expression anglaise, mais quand l'équipe en avant de toi fait beaucoup du heavy lifting, qui fait la grosse job, ça fait que les gardiens, ta job est un petit peu plus facile que dans d'autres équipes où des fois, on accorde plus de lancers ou plus de peut-être pas nécessairement de lancers, mais des bonnes chances de marquer et tout. C'est sûr que ça l'aide à la confiance des gardiens, puis ça l'aide aussi à faire des bonnes performances. Fait que, non, c'est vraiment ça pour moi l'histoire du week-end. Sinon, commentaire de Chris Lemaire pour ajouter qui dit Laval joue comme une équipe qui ont envie de jouer, qui ont toujours 2 coups de patin d'avance sur le joueur. Si l'équipe reste en santé, les séries vont être excellentes. On pourrait dire que en ce moment, toutes les pièces du puzzle sont aux bonnes places. Oui, c'est ça. C'est sûr sans rien enlever, je veux rien enlever aux entraîneurs qui étaient là avant, mais aussi je pense que Daniel Gauthier est peut-être l'entraîneur que ça prenait. Des fois, c'est une question de timing, là, mais je pense que le message a l'air de passer à Laval, le nouvel entraîneur, puis la façon dont, je sais pas, il place ses pions, tout ça à date, tout va bien là-bas. Les Marquis pour une équipe qui n'avait pas joué la fin de semaine d'avant, ça fait du bien d'aller chercher une grosse victoire à la maison contre Thetford Mines, qui eux aussi vont très bien par les temps qui courent. Donc, ça fait du bien du côté des Marquis. Là. Puis, justement, Bob Desjardins, il y a eu la grosse annonce là, de Pierre-Cédric Labrie, mais il parlait aussi, il a mentionné rapidement que depuis à peu près 8 games, Jonquière se concentre beaucoup plus à peaufiner leur jeu défensif puis jouer mieux défensivement. Puis je pense que c'est dans les résultats. C'est pas un hasard quand tu checkes les stats des gardiens, que ce soit Cadorette ou Bérubé, que les deux, là, depuis un mois et demi, les stats, ça s'est vraiment amélioré. Encore une fois, les gardiens sont bons puis ils font le travail, mais ça l'aide aussi beaucoup aux stats d'un gardien de but quand l'équipe devant toi aussi fait la grosse job d'aider son gardien. Puis je pense que c'est un peu ça qui se passe aussi à Jonquière présentement. Puis là, avec le retour d'un Picard en fin de semaine passée, puis l'arrivée d'un Pierre-Cédric Labrie, c'est de bon augure pour Saguenay, Jonquière. Voilà. Puis finalement, le Cool FM, eux, c'est un week-end de 500 victoires là, devant leurs partisans vendredi. Défaite à Rivière-du-Loup. Ont quand même joué ont connu une très bonne fin de deuxième et troisième période à Rivière-du-Loup. Par contre, l'écart qui s'était créé
était un petit peu trop grand déjà. Là, on n'a pas réussi à finir le comeback, comme on dit. Rivière-du-Loup, là, qui ont réussi à aller chercher une bonne victoire. Eux aussi, c'était important parce qu'avec la défaite de 6-2 la veille à Laval, c'est important de revenir fort puis d'aller chercher une autre belle victoire devant leurs partisans. Puis ce que j'aime aussi de Rivière-du-Loup, c'est que dans les dernières années puis en début de saison, c'était dur d'être victorieux au centre Premier Tech. On voulait donner des victoires à nos fans à la maison. Mais là, je pense que depuis les dernières semaines, ça va mieux là, du côté là, du centre Premier Tech pour les 3L. Donc, capable d'aller chercher les bonnes victoires à la maison. On va leur souhaiter que ça continue. Puis, ça l'amène les fans dans l'aréna, ça amène des fans au moulin parce que les foules vont bien là-bas aussi. Là, ils en ont parlé là, sur leurs réseaux sociaux cette semaine là, du côté de donc, quand l'équipe se met à gagner, les fans reviennent à l'aréna. Puis c'est un peu ça qui se produit à Rivière-du-Loup. Il y a une belle équipe aussi. C'est une augmentation de 24,5 Ouais, c'est pas mal. Comparé aux 11 premières de l'année dernière. Oui, puis tu sais, juste pour finir, boucler la boucle là-dessus au niveau des foules, présentement, la Ligue est sur un pace, un rythme. Un bon rythme. Donc, un rythme que ça va être au niveau des foules, ça va être les meilleures assistances depuis plus de 10 ans, depuis 2012-2013. Puis, il y a même une chance là, que si les foules continuent d'être encore aussi bonnes, là, mettons que le dernier week-end, que les foules, c'était 1430 à Rivière-du-Loup, 1700 à Sorel, 1800 à Saint-Georges, 1800 On pensait justement qu'il y avait eu un creux de vague là, dans le temps des fêtes, là, ça qu'on se parlait. Oui, ça, avant, peut-être que le creux de vague est fini, c'est ça. Là. On n'a pas eu ben de creux de vague. Oui, ça, c'est 2000 à Jonquière, 2200 à Jonquière, ça vendredi passé. J'ai hâte de voir la foule quand on va annoncer le premier match de Pierre-Cédric Labrie à Jonquière. Le Jonquière, malheureusement, pas de match à domicile en fin de semaine, mais la semaine suivante. En tout cas, c'est le fun pour les foules. Puis, dans le fond, au niveau de Rivière-du-Loup, c'est ça qui se produit. L'équipe se met à gagner à la maison, les foules augmentent. Puis aussi, le classement est encore serré. Il y a beaucoup de parité. Fait que ça aussi, ça l'aide à faire que il n'y a pas d'équipe vraiment qui est vraiment mauvaise en ce moment ou qui est vraiment comme loin dans le classement, que c'est impossible pour eux de remonter ou quoi que ce soit. Fait que ça l'aide aussi aux foules, c'est sûr. Yes. Donc c'était ça un peu pour le résumé. Là. On voulait y aller avec quelques petites résolutions aussi. Moi, j'ai 3 résolutions. Peut-être des choses que j'aimerais. C'est peut-être pas des affaires plus des souhaits, peut-être un peu. Ouais, ça. Parce que, je sais pas, là, Ouais, donc... Stéphane Bellé qui dit c'est à cause que le tournoi Pee-Wee à Jonquière en fin de semaine. C'est pour ça que... Donc, on vous invite peut-être, là, les gens qui nous écoutent, là... Oups! J'ai le snap à côté, j'ai accroché le bouton. Tu t'écoutais en plus, c'était ta voix. Oui, j'aime ça. Mais donc, les gens qui nous écoutaient, on vous invite là, à dire peut-être vos souhaits là, pour 2024. Des souhaits par rapport à la LNH, bien sûr. Ouais. Peut-être que vous avez des souhaits de santé, d'argent et des trucs, des souhaits professionnels ou comme Olivier Heinz, de vous entraîner un petit peu plus au gym. Mais on va essayer de garder ça pour aller dans le week-end. Je t'écoute, Dave. On y va-tu un chacun notre tour? Ouais, il y en a peut-être qui vont se ressembler aussi. OK, moi, le premier, ça va un petit peu avec la grosse annonce des marquis là, de ce soir. C'est chouette à ce qu'on voit de plus en plus de gros noms rentrer dans la Ligue. Un Pierre-Cédric Labrie, ça a joué dans la Ligue nationale, on ne se le cachera pas, ça joue pour le Lightning. Il y en a eu des bons joueurs qui sont rentrés cette année. Juste à Sorel, Philippe Desrosiers a été habillé pendant un match national, là, pas officiellement joué dans la nationale, mais choix de deuxième ronde, un pedigree de fou. Donc d'avoir des joueurs comme ça rentrer dans la Ligue, on en veut de plus en plus. Fait que ça va être mon premier souhait, ça va être ça. Peut-être même, je vais le dire à la blague, là, mais des joueurs comme Jason Demers, on rit, mais ça ne serait pas impossible non plus. Fait que, d'avoir des
plus de grosses pointures pour rehausser le calibre de plus en plus, puis continuer que ça aille bien, là, que la Ligue continue de bien aller, puis que le calibre continue d'augmenter. Donc, ça serait mon souhait numéro 1, ce serait de voir le plus possible là, de joueurs de ce calibre-là venir dans la Ligue. Ben, moi, mon souhait, il ressemble un peu au tien, mais je vais le développer un petit peu plus. C'est peut-être que j'aimerais l'arrêt, peut-être, là, qu'il y ait plus d'incidents malheureux ou négatifs là, qu'on peut parler dans les médias, parce que on sait qu'on est capable de parler positivement de la Ligue. Cette semaine, là, on a vu dans les médias TVA Sport, RDS, le Journal de Montréal a fait un article sur les 1000 points là, de Kevin Cloutier. Donc, les médias traditionnels sont capables également là, de parler de la Ligue en bien, pas juste quand il y a des incidents malheureux. Puis, je pense justement, là, pour amener un peu à ce que tu as dit, ça va amener là, des joueurs du calibre de PC Labrie qui vont vouloir se joindre à la Ligue parce que ça montre également le sérieux que la Ligue peut avoir. Qu'on va jouer un match de hockey puis que le calibre là, élevé et non que ça finisse en foire. Je pense que quand que les joueurs élites là, regardent les nouvelles ou entendent parler de la Ligue, ils veulent en entendre parler en bien. Ouais, puis tu sais, c'est sûr que ça reste du hockey, il va toujours, même dans la Ligue nationale, des fois, il y a des événements, mais tu sais, c'est que de ne pas les faire paraître plus gros qu'ils sont quand ça arrive, parce que, je veux dire, c'est du hockey, mais aussi de quand il arrive des belles choses, justement, de les souligner, tu sais, c'est ça qui serait le fun de voir, fait que, ouais, ça, c'est une bonne résolution, un bon souhait. Moi, mon deuxième, ça ressemble un petit peu. Dans le fond, il y a Chris Lamère dans le chat qui dit souhaiter que toutes les équipes soient en santé, oui, c'est très bien, mais d'avoir les meilleures séries possibles. Donc, ça rejoint un peu mon deuxième souhait. Mon deuxième souhait, c'est d'avoir au moins 2-3 matchs numéro 7. Ah non, tiens. On se rejoint là-dessus. Mais c'est d'avoir au moins une coupe de match numéro 7. L'année passée, on n'a pas eu. Toutes les séries se finissaient des séries en 4, des séries en 5. Au moins, la finale s'est rendue en 6. Puis une des demi-finales aussi. Mais ça manque des matchs numéro 7, des séries sans match numéro 7. C'est plate. Fait que c'est ça. Je voulais qu'il y ait au moins une coupe de séries qui se rendent en numéro 7. Au moins des matchs numéro 6 aussi. Mais comme Bob Desjardins en a parlé là, l'année dernière, il avait joué une bonne série contre les 3L, mais après ça s'était fini en 4. Les Marquis, ils ont joué 2 séries l'année passée, ils ont joué 8 games. On en veut plus de hockey de série. Oui, puis en même temps, je ne sais pas si je me souviens plus à quel moment ou qui a dit ça, là, mais quand les séries se finissent en 7, les joueurs, c'est meilleur pour le portefeuille aussi. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, j'ai entendu quand les gars sont en avance 3-0. Oui, ça, ralentir un peu les boys. Il faut jouer plus de games. Les propriétaires aussi, parce que c'est le match numéro 5 ta maison. C'est une bonne exact. Une bonne gate, c'est une bonne foule. Non, mais c'est mieux pour tout le monde. C'était un de mes souhaits également, des séries qui se finissent un petit peu plus là, en match ultime, parce que on parle tant du hockey des séries dans la LNH, à quel point ça devient tellement l'émotion, c'est tellement intense. C'est comme on veut vivre toujours un petit peu plus de cette émotion-là. Exact. Ça, c'est souhait numéro 2. Puis mon souhait numéro 3, c'est un petit peu champ gauche, là. C'est peut-être plus spécifique, là. Mais ce que j'aimerais... on n'a pas un petit sur les éperviers, là, Dave? Non, on voulait faire sur la Ligue. C'est sûr que je souhaite, dans mon cœur, je souhaite que les éperviers soient le plus loin possible. Puis la coupe, c'est possible aussi. Mais mon troisième, ça serait j'aimerais ça qu'on puisse voir un Michigan dans la Ligue nord-américaine. C'est bon, ça! Des buts spectaculaires, mais un Michigan, puis je dis ça parce que c'est arrivé plus qu'une fois cette année que j'ai vu des joueurs l'essayer.
Plus dernièrement, là, à Rivière-du-Loup, le 29 décembre, Antoine Waked l'a essayé à Sorel. Ça n'a pas marché, malheureusement. Ça aurait pu. C'était quand même un bon flash parce qu'il contournait le filet puis c'était comme le temps que c'est le temps qu'il faut le faire. Je pense que si je ne me trompe pas, j'ai vu Pierre-Maxime Poudrier essayer aussi à Thetford plus tôt cette saison. Fait que, c'est des trucs que ça fait partie du hockey maintenant. C'est un move qui est plus aussi inimaginable qu'avant, là, quand ça n'arrivait jamais. Maintenant, il y en a dans la Ligue nationale. Puis j'aimerais ça voir c'est sûr le plus de buts spectaculaires possible, là, mais ça serait hâte de voir un Michigan dans la Ligue nord-américaine. Ça serait mon dernier souhait. Un Michigan décrit par David Lagacé en plus, peut-être. Ah, ça serait le fun, c'est sûr. C'est sûr que ça serait le fun. On verra. Peu importe. En tout cas, que celui qui ait la chance de le décrire, ça arrive, qui lui rende justice. Ouais. Non, c'est vrai, ça serait le fun. Un petit highlight de ça, là, en plus, ça pourrait passer, passer bien. Ouais, c'est vrai, Sherbatov avait essayé comme un genre un tourniquet en shotant. Ouais, pour vrai. J'avais juste. La Ligue avait mis le clip sur TikTok, puis il y avait eu genre 100 000 vues. Même, puis tu sais, c'était tellement impressionnant comme move. Il a manqué le filet par genre 10 pieds, mais tu sais, juste d'essayer ce move-là dans un match, c'était tellement impressionnant que c'était spectaculaire pareil. Fait que tu sais, des trucs comme ça, là, c'est le fun de voir. Puis, tu sais, ça prend du talent aussi. Même si on le manque, ça prend du talent pour le faire aussi. Les gens qui nous écoutent, dites votre souhait là, pour la prochaine année 2024. En attendant, je vais dire mon dernier, là, puis après ça, je vais dire tous vos... ceux qui ont passé dans le chat. Ouais, ceux qui ont passé dans le chat. Donc, moi, mon dernier, c'était dans le fond que les foules là, ils continuent de monter et de monter et de monter. C'est sûr qu'à un moment donné aussi, il y a des arénas qui sont pleines. Ouais, il y avoir des salles combles. C'est ça. Mais, regarde, on fera comme à Laval, là, quelques semaines, ils ont été à l'aréna puis ils l'ont écouté sur place quand l'équipe était à l'extérieur. On pourrait faire ça, toutes les équipes, en plus des arénas pleines. Full capacité partout. Ouais. Des arénas, des grosses arénas. Tu sais, Rivière-du-Loup, c'est 3500 pour que ça soit plein. Ça serait le fun de se rendre là. On verra en saison hier, mais tu sais, si on a une bonne fin de saison, ils ont des bonnes séries, je ne serais pas surpris. Puis un peu partout aussi. On remplisse une coupe d'autobus, là, s'il y a du monde là, qui veut écrire leur numéro de compagnie d'autobus, peut-être, là, qu'on s'achète d'avance, s'organiser un petit peu plus d'avance là, pour pas arriver la veille, puis let's go, dropper ça. En attendant, je vais dire les souhaits des gens. Donc, Chris Lamar qui avait parlé que toutes les équipes soient en santé pour avoir les meilleures séries possibles. On avait Stéphane Bailey. C'est le fun de voir des joueurs de haut calibre dans la ligue. Okay. Max Debois qui dit c'est de voir Sean Element à Saint-Georges. Je vous le souhaite, mais peut-être pas cette année, parce que ça va bien quand même dans la Ligue américaine, mais dans un futur, disons, moyen terme, ça serait vraiment hâte. Un joueur qui est bon dans toutes les facettes du jeu, puis qui se débrouille également à un côté de robustesse. Exact. Stéphane Bailey qui dit du très bon calibre, même les matchs en bagarre sont très bons. Alain Dubois qui dit une ligue à 6 équipes, donc on voudra avoir une expansion à 8 équipes, c'est ça que j'ai dit? À 8 équipes? Ouais. Donc, une expansion. Alain, je ne sais pas c'est où que tu habites, là, mais où tu aimerais avoir une équipe. Moi, j'habite je dis ça même à Saint-Jean. Il y en avait une avant. Que ça ne serait pas trop loin pour aller dans un aréna pour être chez nous. C'est une belle place, Saint-Jean. Stéphane Bailey qui dit Antoine Roussel à Jonquière. C'est exactement ça avec l'annonce de Pierre-Cédric Labrie. C'est des joueurs comme ça qui peuvent voir que des joueurs de la LNH vont jouer dans notre ligue. Puis, c'est une business aussi que les joueurs se parlent tous. C'est fait boule de neige sans rien enlever aux joueurs
qui ont joué majoritairement plus, mettons, dans la Ligue américaine ou dans des ligues d'Europe, peut-être un petit peu plus inférieures que les grosses ligues, mais quand tu rentres des joueurs comme... Parce que Bob Desjardins disait dans la conférence de presse que Pierre-Cédric Labrie, c'est un grand chum à Alex Picard. Alex Picard, il a déjà joué dans la Ligue nationale aussi. Fait que, quand tu as des joueurs comme ça qui ont passé peut-être plus la majorité de leur carrière dans la Ligue américaine, les joueurs québécois qui connaissent peut-être plus, c'est plus des joueurs qui ont joué plus dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale aussi. Fait que plus tu en embarques de même dans la Ligue, puis qui aiment leur expérience, qui aiment ça, plus que le processus de recrutement des autres va être un peu plus facile parce que là, tu te rapproches des autres joueurs aussi parce que tu as des coéquipiers avec qui ont joué peut-être plus longtemps ou des joueurs qui connaissent plus. Fait c'est un effet un peu boule de neige que ça peut entraîner aussi. Dans la même veine, pourquoi pas, c'est Tedford qui avait repêché David Desharnais. Mathieu Perrault à Rivière-du-Loup. Ouais, c'est ça. Donc, Mathieu Perrault. On avait peut-être... on voudrait peut-être avoir Steve Bossé à Jonquière. Je sais que ça parle beaucoup de ça. Ça faisait partie des rumeurs aussi à suivre. Donc, non, mais c'est de continuer ça, que ça soit des bonnes nouvelles qui sortent comme ce soir à Jonquière. Yes. Donc, ça regarde bien. Les équipes sont... en santé, justement, peut-être pour aller avec le souhait là, de Alain Dubois qui disait une ligue à 8 équipes, mais avoir 8 équipes et en plus des joueurs, on va avoir une ligue pour remplir ces 8 équipes-là, on va avoir une ligue encore plus forte. Oui. Yes. Puis un retour de Lacroix, ça serait le fun à suivre, ça aussi. Je sais que ça a l'air d'aller mieux. C'est commencer à s'entraîner avec Yann Joseph, un ancien adversaire sur la glace. Là, maintenant, Lacroix m'avait dit qu'il avait enterré la hache de guerre là, avec Yann Joseph. Donc, à suivre peut-être dans les joueurs là, qui sont disponibles, peut-être là, s'il peut retourner sur la glace, évidemment, là, qui sont capables de faire le travail, comme on dit. Puis, Jérémy, je ne sais pas si tu étais là un petit peu plus tôt avec Olivier Hens, notre invité. On avait un peu demandé la question là, avec les périodes là, limites là, qui s'en viennent là, ce mois-ci. Puis, donc, il n'était pas au courant là, de s'il allait avoir du mouvement du côté de ces paliers. Ça comprend la croix. Les joueurs le savent toujours un peu moins. Puis j'ai vu aussi, Jérémy Gauthier qui a marqué, vous avez pensé quoi de l'acquisition de Pierre-Cédric Labrie à Jonquière? On en avait parlé au tout début de l'émission. Fait que si jamais tu peux revisionner, là, on a annoncé la grosse nouvelle qui venait de tomber. Là. Et on en a parlé là, mais un petit peu tantôt dans nos résolutions, là, qu'on en veut, on aimerait en avoir d'autres. Là, fait que, exact. Je pense qu'on voit ça positif. All right. Donc, sur ce, merci à tout le monde d'avoir été là en grand nombre avec nous encore une fois ce soir pour ce premier podcast de 2024. Et non le moindre, et le premier de plusieurs. Et on se dirige tranquillement, pas vite, là, vers les séries éliminatoires. Les matchs vont être de plus en plus intenses et ça va être de plus en plus intéressant de regarder les matchs. Donc, merci à Olivier Hens qui s'est prêté au jeu ce soir. Merci Dave. Merci à tout le monde. Et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.